Bon, vous êtes déjà 362 à suivre le live, c'est vraiment super. Avant d'introduire tout ça, je vais faire un petit point sur la question de la modération. D'habitude, mon live est pas mal modéré par mes modérateurs pour qu'ils collent avec une forme de, on va dire, de bienveillance qui colle un peu à l'idéologie de ma chaîne. Ce soir, ce sera pas le cas. Ce soir, par respect pour le débat, par respect pour tout le monde, on va laisser passer énormément de commentaires que d'habitude on aurait peut-être modéré, etc. Donc je le dis clairement, si vous avez envie de me traiter d'homme soja aujourd'hui dans les commentaires, il n'y a pas de souci, personne va supprimer votre message, ça passera et je m'en fous. Ce que je veux, c'est que personne se sente censuré, qu'on laisse tout le monde s'exprimer, qu'on puisse avoir les questions de tout le monde. N'hésitez pas à envoyer d'ailleurs vos questions, à poster des questions, et je pense que la modération en fera remonter de temps en temps parce qu'on n'arrivera pas à les suivre au fur et à mesure et on essaiera de répondre aux questions les plus construites. Et le but du jeu, voilà, c'est qu'on puisse avoir un vrai échange, une vraie discussion. C'est le but de Twitch, c'est justement qu'on n'est pas sur les réseaux courts où on parle pendant 2 minutes et finalement après tout le monde s'engueule en commentaire. Là, on a 2 heures si on veut, 3 heures si on veut. On peut développer notre pensée, on peut amener des sources, on peut argumenter. Et donc, on va pas vous censurer. Ce qui sera censuré, par contre, évidemment, ce sera tout ce qui pourrait être illégal ou considéré comme illégal sur le réseau. Donc, si vous commencez à poster des dingueries, évidemment, vous allez vous faire strike. Hein. Ça, nous, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, tout ce qui est du trolling, tout ce qui est de l'agression gratuite, injurieuse, tout ce qui pourrait contrevenir aux règles de la communauté de Twitch, ça, on est obligé de le strike. Sinon, c'est ma chaîne qui prend et ça sert à rien, quoi. Donc bon, je pense qu'on est assez clair sur les règles, pas besoin d'y passer 3 heures. Vous savez, vous êtes représentant de votre propre communauté, que ce soit ma communauté ou celle de Nassim, ne l'oubliez pas. Donc ne soyez pas stupides si vous dites des conneries. La seule personne que vous ridiculisez, c'est vous, et c'est aussi la communauté qui vient avec, qui va se sentir humiliée par votre bêtise. Donc voilà. Débattez, envoyez des idées, mettez vos meilleurs punchlines, c'est pas un souci, mais faites-le dans les limites du respect, quoi, c'est tout. Hein. Et voilà, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, Nassim, sur ce point-là, peut-être. Je me délecte du chat, déjà. Je me délecte du chat. Non, c'est fair play de laisser tous les commentaires. Et je pense aussi, de toute façon, que c'était un peu normal hein, que je vienne sur ta chaîne Twitch et qu'on puisse voir un petit peu comment réagissent les gens. C'est fair play. Et puis, bah, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Mais oui, de toute façon, si ça avait été un live que j'aurais fait sur ma chaîne, j'aurais dit exactement la même chose. On n'est pas là pour se battre. Ah, dommage, il n'y aurait pas de combat de boxe, mais on est là pour débattre et discuter tranquillement. Et je suis sûr que le chat reflètera ce débat entre nous. Moi aussi, j'y crois, j'y crois. Bah écoutez, en intro, peut-être que, je sais pas, je te présente ou tu veux te présenter, Nassim, et après je me présente, et comme ça les gens nous situent un petit peu, et après on peut lancer peut-être le sujet principal, et on avance au fur et à mesure des idées, quoi. Hein. Mais est-ce que tu me connais pour me présenter? Je pense, t'as regardé un petit peu les vidéos que je faisais ou pas du tout? J'ai regardé un peu rapidement sur YouTube. J'ai regardé aussi une petite présentation, mais je pense pas être la meilleure personne pour te présenter. Je pense que tu es un bien meilleur entrepreneur de toi-même que moi, donc n'hésite pas à te présenter comme tu veux. Hein. Ok, présentation succincte. Je m'appelle Nassim. Je me définirais comme coach sportif, mais du coup aujourd'hui, je fais beaucoup de création de contenu, en l'occurrence sur YouTube, où je donne des conseils sur la muscu, sur le sport et la santé en général, ce qui va nous intéresser forcément aujourd'hui. Et étant donné que je poste, désolé, j'ai des petits soucis de lumière, étant donné que je poste sur les réseaux sociaux depuis maintenant plus de 10 ans, je sais ce que c'est de faire des vidéos qui sont parfois polémiques, je sais ce que c'est aussi de faire réagir des gens sur un sujet en question. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de t'interpeller sur ça et qu'on puisse en discuter tous les deux. Au-delà de ça, j'ai aussi 2 salles de sport à Lyon. Et étant donné que les salles de sport sont mentionnées dans la vidéo qui nous a fait réagir, je pense que c'était cool aussi que je puisse apporter un petit peu mon expérience dessus et Donne puis les noms. que Hein. je dise, ouais, carrément, que je dise ce que j'en pense, que c'est important. Et voilà pour la présentation. Et je fais de la musculation depuis 18 ans maintenant. Je disais, donne les noms de tes salles, hein, que les gens sachent. Hein. Donc à faire. Ouais, j'ai une première salle qui s'appelle VO2 Max à Lyon et une deuxième qui s'appelle Gymnas à Lyon aussi. Donc je suis lyonnais. D'accord. Et moi, j'ai cru voir sur tes réseaux, je suis allé un peu chercher, mais que tu es diplômé aussi en préparation sportive, c'est ça? Ou t'es Absolument. éducateur? Ouais, ouais, je suis éducateur sportif. Donc c'est vrai que j'aurais pu le mentionner directement parce que tous les experts du sport ne sont pas éducateurs sportifs aujourd'hui. Je suis Absolument. éducateur sportif et je fais ce métier depuis février 2011. Donc ça fait un peu plus de 13 ans maintenant que j'encadre des gens.
que ce soit pour de la prise de muscle, de la perte de gras, amélioration des performances, tout ce que tu veux en fait. Tout ce tout ce qui peut avoir un rapport avec le sport en général, mais aussi la santé. Ok, super. Bah écoutez, je vais me présenter aussi le plus succinctement possible. Moi, je m'appelle Mathieu Burgalassi, donc maintenant je travaille plutôt dans le journalisme de formation. Moi, je suis chercheur, j'étais anthropologue, spécialiste de la violence et de la violence politique. Donc moi, mon travail il est assez particulier. J'ai travaillé surtout en infiltration dans des milieux radicaux. Donc par exemple, j'ai fait 4 ans de recherche en infiltration dans les milieux survivalistes. Dont j'ai tiré un livre qui s'appelle la peur et la haine chez Michel Lafon, si ça intéresse des gens. Donc moi, mon travail, c'était d'aller dans ces communautés, de me mélanger aux gens, de vivre avec eux et parfois aussi d'être confronté à des niveaux de violence assez extrêmes. Ce qui fait qu'à un moment donné, je suis arrivé un petit peu au bout de ce que j'étais capable de supporter. Donc maintenant, je me suis, on va dire, je suis en train de me réapproprier une nouvelle carrière plutôt tournée sur les réseaux et qui est plutôt sur le debunk et le travail un petit peu sur l'information autour de ces questions, peut-être du racisme, de la discrimination, de la LGBT-phobie, etc. En essayant de debunk des fausses informations et d'apporter aux gens un autre regard, souvent construit sur des sources pour réfléchir à différents sujets. Mais je me limite à rien et du coup il m'arrive de parler d'autres sujets, notamment de sport. Et du coup, la dernière fois, lundi ou dimanche dernier, j'ai sorti une vidéo avec Camille Géric, donc de la chaîne Camille et Justine, sur le sport. Et on va en discuter. Je pense que on peut dire que ça a bad buzzé très fort. La vidéo a fait 800 000 vues. Il y a eu toute la sphère fitness, muscu qui est venue nous interpeller dans la vidéo avec plus ou moins de respect, avec plus ou moins d'arguments. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que tu es un peu le seul à avoir proposé un débat, à avoir proposé un échange constructif et un truc où on puisse vraiment discuter l'un et l'autre et vraiment ça je t'en remercie parce que au final dans des commentaires YouTube ou dans des vidéos qui prennent une seconde de notre vidéo pour faire des réactions, en fait ça a fini par réduire le propos à une caricature et je pense que là c'est bien qu'on ait le temps d'aller dans tous les aspects du problème et peut-être d'en sortir aussi des conclusions qui seront intéressantes quoi. Tu fais pas de sport? Jamais. Ah bon? Bah, c'est pas bien. Faut faire du sport. T'aimes pas? C'est parce que t'as pas trouvé le sport qui te correspond. Essaye la natation. L'équitation? Le crossfit. L'aquabiking? Le paddle. Franchement, arrêtez avec votre sport. Vous nous faites chier. Blablabla, c'est parce que c'est bon pour la santé. Alors non, déjà ça, on arrête. Oui, l'OMS considère les activités physiques comme un vecteur de bonne santé. Mais par contre, on parle d'activité physique modérée. On parle pas de séances d'entraînement de 3 heures tous les jours à la salle pour finir avec 30 kilos de masse à 10% de body fat. En fait, comme le souligne Hélène Joncheret, chercheuse à l'INSEP, plus le sport est intense et compétitif, moins on peut l'associer à la santé et au bien-être. Oui, parce qu'en fait, courir après la performance sans écouter son corps, ça a un prix. À long terme, ça peut créer des problèmes musculaires, articulaires, cardiaques, et on parle même pas des troubles alimentaires que ça peut générer. Mais ça, vous vous en foutez. On va être honnête 2 secondes. En fait, la plupart du temps, quand vous jugez les gens sur leur rapport au sport, le seul critère que vous prenez en compte, c'est leur apparence physique. On doit juste satisfaire des normes corporelles et bien rentrer dans des cases. Mais bon, à force, vos cases, elles sont devenues tellement petites que même les sportifs pros rentrent plus dedans. En fait, l'injonction au sport, elle est juste toxique pour tout le monde. Ceux qu'en font, ceux qu'en font pas, ceux qu'en font pas assez, ceux qu'en font trop souvent, et même ceux qui en font en étant parfaitement dans la norme. Dans tous les cas, il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, depuis 2011, l'OMS reconnaît la bigorexie, qui est une addiction au sport, qui détruit le corps et qui touche particulièrement le milieu de la musculation. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de harceler les gens avec le sport au prétexte de la santé. Et si vous voulez vraiment que les gens se mettent au sport, allez calmer les grossophobes là en commentaire. Et puis, faut qu'on travaille aussi pour que les salles de sport deviennent plus inclusives. Je crois que c'est là où il y a le plus de boulot à faire. Ouais, tu vois, je pense qu'on va avoir la possibilité d'en discuter, le fait que ça soit ta vidéo, elle s'est transformée en caricature. Et effectivement, je voulais pas y répondre par vidéo interposée, parce que, étant donné que je fais des vidéos depuis plus de 10 ans maintenant, je sais ce que c'est des personnes qui ne sont pas d'accord avec tes propos et qui font des vidéos interposées sans en discuter avec toi au préalable. Qui est pas toujours le plus pratique, parce qu'on sait très bien comment ça se passe par vidéo interposée. On prend en général un petit extrait avec lequel on n'est pas d'accord. On va extrapoler les déclarations qui y sont faites pour parfois faire plus de vues, pour parfois apporter un petit peu plus de visibilité à son contenu, et personne n'en sort gagnant. Et je peux te dire que depuis que je fais du contenu sur Internet, il n'y a pas un mois où il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi et qui fait une vidéo interposée. Mais on m'envoie très rarement un message privé en me disant « Ah Nassim, je suis pas d'accord avec toi, j'aimerais bien qu'on en discute ». Parce qu'on sait très bien comment ça se termine. Ça se termine en débat qui est totalement civilisé. Il y a que très rarement de bagarres. Et puis, on peut en général s'accorder sur certains points. Absolument. Et je pense qu'on va probablement se rejoindre sur certains points, même si, bon, il y a des trucs qui m'ont vraiment fait tiquer dans la vidéo, et je t'en parlerai juste après.
Mais c'est pour ça que j'insistais pour mettre un commentaire, tu vois, le plus poli possible en fait, hein, et essayer d'engager la discussion plutôt que de faire une confrontation et potentiellement faire 1 million de vues avec un réel que j'aurais pu faire, tu vois, en Absolument. réagissant à ta vidéo. Absolument. Enfin, et d'ailleurs, après, on arrête un peu voilà, j'arrête de tirer les pompes, mais je tiens quand même à souligner aussi, c'est pareil, que tu aurais pu faire 1 million de vues avec un réel sur ta page et que tu as choisi de venir faire un débat sur ma page Twitch, ce qui est risqué pour toi. Je veux dire, avec ta notoriété, t'es pas obligé de le faire. Donc, ça aussi, merci beaucoup, parce que, ben ouais, c'est pas une obligation. Il y a pas beaucoup de gens, je pense, qui auraient accepté de faire ça. T'as accepté de le faire dans des conditions dont tu contrôles pas tout. Donc moi, je le redis, hein, je m'engage absolument à te retransmettre l'intégralité du débat, qu'il soit en ma faveur, en ma défaveur ou quoi que ce soit. Je m'en fous, je m'y engage encore une fois et sans aucun problème. Et voilà, c'est super qu'on puisse faire ça dans ces conditions. Et manifestement, ça intéresse les gens puisqu'on est déjà 700 sur le live aujourd'hui, quoi. Ouais. Et après, toutes ces belles paroles, qu'est-ce que tu penserais de rentrer dans le vif du sujet et qu'on Absolument. commence à ne pas être d'accord sur pas mal de trucs? Absolument, Parce que allons-y. cette vidéo, tu l'as dit, une semaine que tu l'as postée, presque 1 million de vues, je pense. Et bon, j'imagine que c'est ta vidéo qui a fait le plus réagir. Quand je vois le nombre de commentaires et le nombre de collègues du fitness qui ont commenté sur cette vidéo, je me dis, wow, c'est quand même allé très loin. Selon moi, hein, la vidéo, non seulement sur le fond et sur la forme, il y a plein de choses à y redire, plein de choses sur lesquelles je n'étais pas du tout d'accord, surtout en première partie de vidéo, parce qu'on se rend bien compte que lorsqu'on regarde le réel en entier et qu'on met un petit peu, tu vois, ces émotions de côté, pardon, on se retrouve à voir que le dernier tiers de la vidéo, ou peut-être le dernier quart, on peut pas ne pas être d'accord. Il y a certains arguments qui sont totalement logiques et sur lesquels on pourrait s'accorder, mais sans aucun problème. Par contre, les deux premiers tiers, on tique un petit peu. Et tu sais, après avoir posté mon commentaire, je suis revenu sur la vidéo quelques heures plus tard. Et puis ensuite, je suis allé sur le profil de la personne avec qui tu fais la vidéo, c'est Camille ou Céline? Oui, c'est ça, Camille. Je suis allé sur le profil de Camille pour regarder un petit peu. Je vois avec stupéfaction qu'elle fait du sport, qu'elle a l'air d'aimer ça, qu'elle se dépasse, qu'elle a l'air d'en faire une habitude de vie. Je me dis, ah mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le message est vraiment mal passé? Après, je vois tes réponses aux commentaires et je me rends compte que aussi, toi, t'aimes bien le sport, que c'est pas quelque chose que t'as l'impression d'interdire aux gens. Je me dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que la manière d'avoir partagé ces propos a été aussi maladroite? Et du coup, factuellement, qu'est-ce qui me dérange dans ce réel? La première chose, c'est l'opposition qui est faite. Je trouve que c'est carrément une opposition, hein, entre santé et sport. Et la première chose que tu vas nous partager, c'est les recommandations de l'OMS. Bon, j'imagine que tu es très au courant des recommandations de l'OMS et que tu as sûrement lu ce qu'il en retournait et qu'est-ce qu'on appelait une pratique sportive modérée. Je vais quand même aller vérifier. Et comme ça, je pourrais en informer tout le chat. Et c'est là où c'est un peu, pas vicieux, mais c'est un peu, j'irai pas jusqu'à dire que c'est hypocrite. Mais une activité physique modérée, c'est bien plus soutenu que ce qu'on imagine. Et si on va sur le site de l'OMS et on check un petit peu leurs recommandations, une activité physique modérée, selon eux, c'est entre 150 et 300 minutes par semaine. Et ça ne compte même pas les activités de résistance physique, donc les activités de force. Et j'ai une petite source sous les yeux que je pourrais t'envoyer un peu plus tard si tu veux, où on voit un petit résumé justement des recommandations de l'OMS. Entre 150 et 300 minutes d'activité modérée par semaine, plus 2 séances de sport intenses, ce qui pourrait être du crossfit, de la musculation, de la boxe, etc. Donc là, on est bien loin de ce que la plupart des gens imaginent comme étant une activité physique modérée. Parce que quand tu dis une activité physique modérée sur ton réel, nous, on se dit, OK, ça va être de la marche rapide 1 ou 2 fois par semaine. Et tout ce qui est au-dessus de ça, ça va être mauvais pour la santé. Et directement, en plus, tu fais une transition avec le sport de haut niveau qui serait, selon toi ou selon vous, mauvais pour la santé parce que ça peut développer des problèmes articulaires, des problèmes cardiaques, etc., etc. J'ai jamais trouvé de ressources qui parlaient de problèmes articulaires ou de problèmes cardiaques. C'est un petit peu, tu vois, une légende urbaine qui dit que quand on fait du sport à haut niveau pendant très longtemps, on est obligé de développer des problèmes de santé. Enfin, factuellement, c'est pas vrai. Et du coup, tu vois, il y a cette association qui a été faite
et qui a fait réagir autant de personnes. Parce que tu as vu tous Mhm. les commentaires dans le réel, la plupart c'était ah mais comment tu peux prendre le sport de haut niveau en exemple alors que c'est pas du tout le propos de la vidéo, on peut faire du sport de manière modérée et être en très bonne santé. Et on voit que la définition de activité physique modérée, eh ben en fait c'est bien plus haut que ce qu'on imagine. Bah, alors, déjà, je peux peut-être rebondir sur les préconisations. Enfin, peut-être déjà rebondir sur ce début de vidéo qui est certes qui est provoquant. Hein, moi, je l'assume. Hein, on a voulu faire quelque chose qui était déjà tourné au début un peu sur l'humour avec cette espèce de chant contre chant où on est en train de parler. Tu fais pas de sport? Ah bon, nanani, nanana, qui reprend un peu un dialogue que beaucoup de personnes, notamment grosses ou qui rentrent pas dans les normes standards, on va dire, du sport aujourd'hui, ont déjà subi quoi, ce dialogue un peu de sourd avec des gens qui te disent de faire du sport, que t'en fasses ou non. Et le départ d'ailleurs de la vidéo, ben, c'est le fait que ce soit Camille ou moi, on reçoit énormément d'injonctions à aller faire du sport sous nos vidéos. Tu as dû le voir aussi dans les commentaires, des gens qui disaient ah ouais, bah, quand tu vois leur état, c'est pas étonnant, eux c'est des sédentaires, ils sont jamais sortis de chez eux, ils ont jamais fait de sport, etc. etc. Et on y reviendra peut-être, mais ni Camille ni moi ne sommes des gens qui ne faisons pas de sport. Moi je peux même dire que je rentre peut-être dans la catégorie des gens qui font beaucoup de sport et qui en ont fait vraiment beaucoup dans leur vie. Mais voilà, il y avait une volonté de répondre, je pense, à des commentaires qu'on a beaucoup trop reçus et des messages toxiques qu'on a beaucoup trop reçus, qui fait qu'à un moment donné, en fait, je crois que ça... En voulant répondre à des gens toxiques, on s'est pas rendu compte qu'on ciblait quand même aussi, d'une certaine manière, des gens qui, eux, ne l'étaient pas et qui se sont sentis visés aussi par juste leur pratique sportive. Donc sur ce départ, moi je pense que ouais, on a été maladroit et je l'assume. Je le referai pas de la même manière. Si je devais refaire la vidéo, l'intro, je le referai pas. Le fond de la vidéo, je le changerai pas. Mais cette introduction, la manière dont on a fait l'introduction, vraiment, je le referai pas. Sur les préconisations de l'OMS, en fait, moi je suis absolument d'accord avec toi puisque la source, je sais exactement la même que je suis allé lire quand j'ai écrit la vidéo. Et c'est pour ça que j'ai immédiatement enchaîné avec un extrait donc d'un article d'Hélène Joncheret, donc qui est une chercheuse à l'INSEP. Et en fait, il y a eu, je crois, une mécompréhension de l'article de Hélène Joncheret. C'est Hélène Joncheret, chercheuse à l'INSEP, donc spécialiste du sport de haut niveau. Mais en fait, dans l'article, elle fait une recension de différentes recherches qui ne traitent pas spécifiquement du sport de haut niveau, mais qui traitent de la pratique du loisir à la compétition. Et elle a du coup une phrase, je vais essayer de vous la retrouver, j'ai dû la noter quelque part. Voilà, le lien entre activité physique et sportive et santé n'est pas systématique. Plus le sport est intense et compétitif, moins on peut l'associer à la santé et au bien-être. Et cette phrase, en fait, donc c'est Hélène Joncheret dans un article de 2018 sur l'injonction au sport. Et en fait, cette phrase, l'idée, c'est pas tellement de dire le sport en soi est forcément mauvais pour la santé. C'était plutôt de dire, en fait, attention, dans les pratiques sportives, il y a aussi de la blessure. Il y a aussi potentiellement des choses qui peuvent être délétères pour la santé. La question est, le sont-elles à la hauteur des bénéfices et qu'est-ce qui fait qu'elles vont être délétères pour la santé? Et ça mériterait en soi, je pense même une vidéo à part ou quoi. Mais le but de la vidéo d'origine qu'on faisait avec Camille, c'était pas forcément de répondre à cette question-là. Moi, je le soulignais simplement pour dire aux gens, le but de la vidéo, en fait, c'était de parler de l'injonction physique, de comment est-ce qu'on regarde les gens. Le fait qu'on dise d'une personne, à toi, t'es en bonne santé par rapport à sa correspondance à une norme physique, qui pour moi est absurde, parce qu'en fait, tu peux être dans un physique de sportif de haut niveau et être en mauvaise condition, en mauvaise santé, et tu peux être avec un corps un peu gros, et avoir pour autant largement rempli pour ce que demande l'OMS et ce qu'exige l'OMS en termes de performance sportive. Et je pense que sur ça, il y a une vraie discussion qui malheureusement n'a pas eu lieu, qui est de dire, attention, aujourd'hui, les normes physiques auxquelles on essaye de correspondre, c'est pas des normes auxquelles on essaye de correspondre par rapport aux injonctions de l'OMS. On essaie d'y correspondre par rapport à autre chose. C'est parce qu'on a envie d'être plus beau, de coller à une image qui nous plaît, de ressembler à des sportifs qu'on admire, etc. etc. Et ce qu'on voulait dire aux gens, c'est en fait, ça, c'est pas grave. C'est pas un souci. Mais par contre, ça vous autorise pas à venir ensuite sur les réseaux de quelqu'un ou même d'aller voir votre collègue que vous trouvez un peu gros et de venir lui casser les couilles en lui disant « Toi, tu devrais faire du sport, patati patata », parce qu'en réalité, vous n'en savez rien. Vous savez rien de la pratique sportive d'une personne en regardant son corps et vous savez rien de son état de santé. Je le redis, moi, je pense que la période de ma vie où j'étais physiquement le plus dans la case sport, c'est probablement la période de ma vie où j'étais le plus malade. C'était un moment où j'avais chopé une maladie de merde qui m'a traîné pendant plus de 3 ans et j'étais descendu au niveau corps, j'étais à 68 kilos.
faisais des arts martiaux en permanence à cette époque-là. Je faisais du MMA. Et du coup, j'étais ultra sec, que des muscles hyper secs et tout. Les gens, ils étaient là, waouh, physiquement et tout. Putain, toi, t'es sec et tout. On dirait Bruce Lee, tout ce que tu veux et tout. Ah ouais, c'est sûr, on voyait la fibre de tous les muscles. Hein. Mais je pouvais rien bouffer, j'étais malade comme un chien, je prenais des antidouleurs en permanence. Et ça mon corps représentait le sport, mais il représentait pas la santé. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a plein de choses sur lesquelles on se rejoint totalement. Et d'ailleurs, ça me rappelle un sujet de vidéo YouTube que j'avais fait, et j'en parlerai juste après. Mais par rapport à ça, tu vois, le retour d'expérience que tu fais, ok, je faisais beaucoup de MMA, j'étais très sec, on disait que je ressemblais à Bruce Lee, et du coup on associait ça à la santé, alors que toi tu te sentais pas du tout bien, ce qui est absolument un problème. Hein. On peut pas du coup dire que avoir des muscles et avoir un taux de masse grasse bas, ça va directement être associé à une mauvaise santé, ou du coup à des restrictions caloriques, ou une vie sociale inexistante. Non, Parce justement. que c'est pas... C'est Ok, ça. on est d'accord. Hein. C'est ça, on est bien d'accord. Tu peux avoir un corps, un physique, voilà, très sec, machin et tout, et être en bonne santé. Comme tu peux avoir un physique plus gras et tout, et être en très bonne santé aussi. Et l'idée, c'est de pas prendre une case et de dire cette case-là c'est bien, cette case-là c'est mal, quoi. Totalement. Ça, on est d'accord là-dessus. Et comme je le disais juste avant, j'avais fait une vidéo YouTube sur le sujet où une période justement de ma vie, j'étais un petit peu plus gras. Je mets des gros guillemets parce que le mot gras, il veut tout et rien dire. J'étais pas gras au sens gras du terme. Hein. J'avais un taux de masse grasse qui était juste un petit peu plus élevé que maintenant. Et effectivement, il y avait des commentaires sur mes vidéos YouTube qui disaient comment tu peux te prétendre être coach avec un taux de masse grasse comme ça, etc., etc. Ah ouais. Donc tu vois là, on se rejoint totalement. Ceci dit, pour revenir aux propos précédents, au moins, mettons-nous d'accord sur la chose suivante. Le sport est excellent pour la santé et il faut vraiment y aller comme un bourrin pour que ça devienne pour qu'on considère qu'on en fasse trop. Il faut vraiment y aller comme un bourrin. Et si tu veux, on peut essayer de s'accorder sur un volume d'entraînement Alors, idéal. j'ai cherché 2-3 trucs. Parce que ça, justement, ça m'a interpellé de voir beaucoup de coachs qui disaient non, mais là, t'abuses, il n'y a que dans le sport professionnel où vraiment on se fait des sales blessures, machin et tout. Et il n'y a pas, voilà, les amateurs, les gens qui sont dans une pratique loisir, pour le coup, ça va, ils se déglinguent quand même beaucoup moins. Et du coup, je suis allé chercher des sources parce que mon expérience du sport, je vais peut-être situer un peu ma pratique sportive. Moi, ça va faire, j'ai calculé du coup pour l'occasion, ça va faire 27 ans que je fais du sport. J'ai commencé l'athlétisme très très jeune, j'en ai fait longtemps. Je suis allé à un niveau correct, je suis allé en championnat de France, tout ça. Je viens d'une famille de gens très sportifs. Mon père a fait championnat du monde de course en montagne, mon frère a championnat d'Europe de steeple. Ensuite, derrière, moi, j'ai eu un passage à vide lié, principalement à des histoires familiales et des problèmes assez graves, qui fait que, pendant plusieurs années, le sport, c'était clairement pas dans la liste de choses à faire. Puis un jour, j'ai été agressé à Lyon, j'ai été laissé pour mort dans une agression, et à partir de là, je me suis mis au sport de combat, et j'ai fait, je pense, 12 ans de sport de combat, principalement de la boxe, du MMA et du Krav Maga. Et j'ai commencé par le Krav Maga, je suis passé au MMA, je suis passé à la boxe. En gros, je me suis devenu de plus en plus spécialiste, quoi. Et il se trouve que pendant toutes ces périodes-là, j'ai été formé à devenir entraîneur par mes différents entraîneurs, parce que moi j'avais envie de devenir prof, et j'ai fini par donner des cours de boxe dans une salle de boxe. Et j'ai quand même eu beaucoup l'occasion du coup de voir des parcours de boxeurs, d'accompagner des boxeurs. Donc moi j'entraînais pas mal de compétiteurs, mais j'avais aussi, comme c'était un petit club très familial, le club de boxe où je travaillais, beaucoup de gens qui arrivaient, des loisirs, des pratiques un peu de tout niveau, et avec toutes sortes d'objectifs différents. Et j'ai quand même constaté que la blessure, elle est là. Et du coup, j'étais quand même assez étonné de voir autant de coachs sportifs, autant de professionnels venir me dire non, mais là, t'exagères. La blessure, elle est quand même un peu spécifique aux sportifs de haut niveau. En fait, pas tant que ça. Donc, je suis allé chercher des études en fait qui font une comparaison blessure amateur, blessure professionnelle. Il y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, si il y a des gens qui font des recherches en STAPS ou des trucs comme ça, franchement, lancez-vous parce qu'il y a vraiment un truc hyper intéressant à aller creuser. Donc je pense que l'étude que j'ai trouvée, elle est quand même très sérieuse, hein, c'est la faculté de médecine de Galatie, étude de 2023, donc récente. Pour autant, je pense que ça reste une seule étude, donc il faut quand même la prendre avec mesure. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'étude qui vient dire l'inverse, donc on va dire que pour le moment c'est un point de référence. Et donc c'est une étude qui fait une comparaison blessures amateurs et professionnelles dans le football et qui constate du coup que les blessures graves chez les footballeurs amateurs dépassent de 9% les blessures graves enregistrées chez les footballeurs professionnels.
et que la proportion de récidive, et ça aussi j'ai trouvé ça très intéressant, montrait une relation inverse au niveau de jeu. Donc il y avait plus de récidives dans les blessures chez les footballeurs amateurs. Et du coup que les footballeurs amateurs avaient en gros 17% de récidive contre 15% chez les footballeurs professionnels. Donc ça déjà moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'ai trouvé un article de 2 chercheurs qui ont travaillé notamment sur la question de la blessure sportive et qui écrivent cette phrase que je trouve très juste. Ils écrivent « La blessure sportive est si commune qu'elle est souvent décrite comme un mal pour un bien. Il devient progressivement clair que les sports violentent le corps, non pas simplement en raison de leur supposée nature pratique, mais aussi et surtout en raison de la manière dont ils sont organisés, planifiés et finalement pratiqués. » Et là, je trouve qu'il y a un point très important, c'est que finalement, c'est pas le sport qui est problématique. Je pense que des 2 études, c'est ça qui ressort. C'est notre pratique du sport qui est problématique et qui peut conduire à des comportements pathogènes, à avoir des blessures, à se faire mal. Et ça, en fait, pour moi, c'est pas forcément corrélé à une pratique intensive. Une pratique intensive, si elle est bien faite, si elle est faite par quelqu'un qui a une connaissance des limites de son corps, qui a connaissance de ses propres capacités, qui est bien encadrée, elle peut être tout à fait non pathogène. Là où une pratique amateur, mal faite, dans des trop grands volumes, elle peut conduire à des blessures. Donc on est d'accord que la conclusion, ce ne serait pas de conseiller aux gens de faire moins de sport, mais c'est de conseiller aux gens de faire mieux du sport, tout Absolument. simplement. Ah oui, On oui. est d'accord sur ça. À 0%, enfin moi je l'ai dit au début de la vidéo, pour moi, je veux dire, l'OMS est clair et sur ça je suis d'accord. Pour moi, avoir une activité physique, c'est très bien. Maintenant, c'est quoi une activité physique potentiellement bonne pour la santé? Ça, c'est une vraie question. Et ça m'inquiète de voir autant de personnes qui sont venues, des professionnels du milieu du fitness et tout, qui sont venus en commentaire, dire « Ah non, chez les amateurs, il n'y a pas de blessure. » Attends, si tu as déjà fait du sport pendant plus de 5-6 ans, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de blessure chez les amateurs. Bien sûr qu'il y a de la blessure chez les amateurs. C'est même impressionnant dans les premières années de pratique à quel point les gens peuvent se blesser gravement parce que justement, ils ont pas de connaissances en réalité sur leur pratique. Mais Mathieu, les blessures chez les sédentaires, elles existent aussi. Hein, et peut-être qu'en proportion, elles sont plus importantes que les blessures chez les sportifs. Mais donc, on arrive à cette idée du mal pour un bien de Kevin Young. En fait, c'est pas parce que... En fait, moi, j'encourage pas la sédentarité. Moi, je demande en fait une vraie réflexion sur nos pratiques sportives. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est en fait une bonne pratique sportive? Dans quelle mesure on est dans une pratique saine? Et en fait, ce qui sort de ces études-là, c'est de montrer, regardez, quand on va au sport, on part du principe qu'on va au sport en mode ah oui, ça va être super bon pour ma santé. Et il va y avoir des gains pour la santé qui sont vraiment indiscutables sur les facteurs cardiaques notamment, mais en fait en général pour tout. Hein, si vous avez des problèmes de lombalgie, si vous avez des problèmes articulaires, des douleurs, enfin le sport va venir apporter énormément de bienfaits. Mais si on est dans une pratique aujourd'hui du sport qui est uniquement tournée, je pense beaucoup plus sur quelque chose qui essaye de reproduire le milieu professionnel, ne serait-ce que dans le fait de vouloir ressembler physiquement à des personnes, etc. et tout. Si on est dans ces pratiques-là, on va pas forcément être dans une pratique où on va avoir dans l'idée que peut-être qu'à cet entraînement, il faut que je m'arrête. Peut-être qu'à cet entraînement, j'en fais trop. Le slogan, c'est go hard or go home, tu vois, c'est no pain, no gain. C'est pas vas-y doucement, fais attention. Et je pense que justement, on a un petit peu un grand écart très paradoxal dans les discours, où d'un côté, on a un discours qui dit aux gens faites du sport, c'est bon pour votre santé, mais d'un autre côté, un discours qui dit n'écoutez pas votre corps, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et moi, je pense que ce que montrent un peu les études, c'est que ça conduit forcément à des blessures et peut-être à des mauvaises pratiques. Alors, parfait Mathieu, merci pour la transition, parce que je voulais justement aborder le moment dans le réel où... c'est Camille ou c'est Céline, je suis désolé d'oublier son... Camille, pardon Camille, je te fais mes excuses, j'essaierai de ne pas me tromper sur les prochaines. Où Camille dit il faut écouter son corps. Justement, ça, c'est une phrase qui pour moi est dangereuse, parce que pour pouvoir écouter son corps, encore faut-il parler le langage de son corps. Et tant qu'on n'a pas appris le langage de son corps, il ne faut pas écouter son corps. Donc si vous êtes débutant, que vous n'avez jamais mis un pied dans la salle de sport, qui est ok, hein, il n'est jamais trop tard pour commencer le sport, peut-être que vous avez envie de faire une autre activité physique, il ne faut pas écouter son corps. Il faut commencer à écouter son corps à partir du moment où on parle le même langage et on est capable de traduire les signaux qu'il nous envoie. Et les signaux qu'il nous envoie, parfois, ils sont un peu contradictoires. Parce que si moi j'écoute mon corps toute la journée, je peux te dire que je vais pas me lever le matin pour faire mon cardio, je vais pas faire ma séance de muscu quand j'en ai pas envie. Donc il y a un moment où il faut justement arriver à traduire ces signaux-là.
Et quand tu dis juste avant, il faut pas écouter son corps, il faut aller se dépasser, bah, moi je suis d'accord avec cette notion-là. Je suis d'accord avec cette notion-là parce qu'il y a clairement des signaux que j'ignore, parce que d'une manière très pragmatique, je sais très bien quels entraînements ou quelles activités vont être bénéfiques sur ma santé sur le long terme. Donc, c'est quand même je dirais que c'est assez maladroit de conseiller aux gens d'écouter leur corps tant qu'ils ne savent pas décrypter les signaux de leur corps. Et c'est un peu pareil pour la diète. Tu vois, j'entends pas mal de personnes qui conseillent aux gens de ne pas se prendre la tête avec un programme diététique, à compter les calories, que instinctivement on est censé savoir identifier quels sont les aliments qui sont bons ou mauvais pour notre corps. Mais la réalité, c'est pas ça. On ne peut pas arriver à identifier ce qui est bon ou mauvais pour notre corps tant qu'on n'a pas réussi à décrypter ces signaux-là. Et décrypter ces signaux-là, bah, ça demande d'un petit peu de travail, ça demande un petit peu de recherche, ça demande d'écouter des professionnels qui vont savoir vous aiguiller sur les bonnes et les mauvaises pratiques. Et puis après, développer cet instinct, justement, parce que je suis tout à fait d'accord sur le fait d'écouter son propre corps, parce qu'on n'est pas des robots, on est doué d'une forme d'instinct, donc autant l'utiliser, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Il faut, sur n'importe quelle pratique, il faut pouvoir s'entraîner, il faut pouvoir développer une certaine sensibilité à ça pour justement être dans la meilleure position pour prendre de bonnes décisions. Moi, Donc le pass. je vais te rejoindre sur un truc, c'est que moi j'ai participé à des camps d'entraînement avec. Donc moi j'étais du côté des entraîneurs, hein, pas du côté des pratiquants, mais des camps d'entraînement avec des sportifs professionnels d'assez haut niveau, notamment des boxeurs, on va dire à peu près niveau championnat d'Europe professionnel, donc quand même assez poussé. Quelque chose qui est assez remarquable chez les sportifs professionnels, c'est leur capacité d'écoute et à quel point ils se connaissent et à quel point ils savent faire la différence entre la douleur du sport et la douleur de blessure. Mais ça, c'est quelque chose qui s'acquiert au prix de beaucoup de sacrifices, et notamment au prix de nombreuses blessures tout au long d'une carrière sportive, j'ai envie de dire. Et je ne sais pas si on peut vraiment coller ce modèle sur des gens qui débutent, où il y a des gens qui débutent qui auront peut-être besoin de se challenger, mais aussi des gens, moi je pense, qui ont appris toute leur vie justement à se nier, à ne pas s'écouter, à avoir l'impression qu'ils sont trop fragiles. Il n'y a pas que des gens qui sont... Enfin moi je crois qu'il y a un peu cette fausse image des gens paresseux qui auraient besoin d'être poussés, challengés. Il y a aussi l'inverse, quoi. Il y a aussi... moi il y a des mecs, à la salle de boxe, il fallait que je les sorte du ring, quoi. Il y a des mecs, il fallait fallait qu'on les sorte de la salle parce qu'ils allaient se péter un truc, ils étaient inarrêtables, parce qu'ils voulaient faire comme dans les films, ils voulaient faire comme les pros. Et c'est vrai, hein, les pros, ils vont s'entraîner très très dur, ils vont s'entraîner très très dur pendant 3 mois, parce qu'ils ont une prépa précise, sur un combat précis, avec un programme précis, avec un encadrement précis. Si tu fais ça pendant 1 an, tu te défonces, quoi. C'est irrationnel. Donc apprendre à connaître son corps par la pratique, peut-être, mais je pense que ce que tu as dit le plus important, c'est peut-être qu'il faut être, pour le coup, bien accompagné par des professionnels. Et je vais peut-être enfoncer un clou ou énerver des gens, mais je pense qu'il faut que ce soit des professionnels qui sont quand même qualifiés ou reconnus dans leur milieu. C'est pas obligé qu'ils aient 20 diplômes, hein. Ce que je veux dire, c'est des gens dont on sait qu'ils vont être attentifs et à l'écoute des gens qu'ils entraînent. Pour le coup, dans l'exemple des arts martiaux et de la boxe, il y a beaucoup trop d'exemples d'entraîneurs qui, sur le prétexte d'endurcir leurs combattants, de leur faire avoir des entraînements rustiques, etc., vont les amener à avoir des comportements dangereux, à se blesser, à se faire mal, en fait, tout simplement. Et je pense que ça, c'est pas intéressant. Enfin, c'est un petit peu comme si, tu vois, je faisais avoir des weight cuts, enfin, tu vois, des coupures de poids, comme on a en boxe, à des amateurs qui n'ont pas de combat. Tu vois, ça aurait pas de sens, quoi. Il faut que l'entraînement soit adapté déjà aux objectifs des personnes et qu'il soit aussi un petit peu spécifique au corps de chacun, ce qui n'est pas toujours le cas aussi, je trouve, des entraînements, des fois dans des grandes salles où il y a énormément de gens et vas-y, entraîne-toi comme les autres et fais comme tout le monde, et où les gens t'écoutent pas forcément. Et quand même, l'air de rien, de ce que montrent les 2 études que je t'ai citées, tu vois, il y a quand même de la blessure chez les amateurs, il y a quand même beaucoup de blessures. Je dis pas que ça veut dire qu'il faut arrêter le sport, mais comment est-ce qu'on fait, tu vois, pour éviter ce 9% de blessures graves chez les amateurs, tu vois, comparativement aux professionnels, tu vois, c'est impressionnant. Oui, alors c'est impressionnant sur une seule étude. Et tu vois, Ouais, mais il n'y a pas de contre-étude, hein. Il n'y a rien qui dit l'inverse non plus, quoi. C'est l'étude vrai qu'il qu'on n'y a a. pas d'autres études. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'études? Est-ce qu'on peut s'en remettre à l'expérience de professionnel? Je me considère comme un professionnel. J'ai de l'expérience parce que je travaille en salle de sport depuis plus de 13 ans. Et j'ai quand même l'impression que les personnes qui doivent être un petit peu freinées, ça reste des profils assez anecdotiques. Et sur la grosse majorité des personnes à qui j'ai été confronté, et je te parle en direct, directement dans mes salles de sport, ou même en ligne via les personnes que j'ai pu coacher ou les personnes que j'ai pu conseiller avec mes vidéos YouTube,
90% des gens, non mais ça c'est un pourcentage qui est sorti nulle part, Oui, mais non, mais je bon, vois ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. voilà, la majorité des gens ont quand même besoin d'être poussés et ont quand même besoin de s'en remettre au conseil d'un professionnel et d'aller se challenger au maximum. On Même peut si imaginer qu'il y a je te aussi des rejoins, différences sociologiques selon les gens qui vont dans tel sport ou dans un autre. J'imagine que les types qui viennent à ouais, la boxe, ils n'ont pas les mêmes attentes que les types qui viennent faire de la muscu et que ça explique peut-être aussi qu'on ait ouais, je suis d'accord, autant de profils dans les sports de combat où il faut freiner fort parce qu'il y a beaucoup de choses à prouver chez les jeunes qui arrivent aussi. c'est vrai, je suis d'accord. Et juste, enfin désolé, je voulais pas te couper si tu veux continuer, hein. Non, c'est bon. D'accord. Mais J'ai dit ce que j'avais à dire. je vais quand même un peu enfoncer le clou dans l'autre sens sur les pratiques amateurs. Moi, je pense que sur le côté des pratiques amateurs peuvent être problématiques et peuvent être toxiques. J'ai trouvé une autre étude, et cette fois beaucoup plus solide, et qui a été largement corroborée et qui est corroborée depuis plus de 10 ans. C'est une étude, donc la dernière étude que j'ai trouvée, c'est 2018, c'est l'Agence française de lutte contre le dopage. Et c'est 1 million de sportifs amateurs qui ont recours à des produits dopants, selon l'Agence française de lutte contre le dopage, chiffre corroboré par tout ce qui est des académies de médecine, etc., l'INSERM et compagnie. Et non seulement 1 million de sportifs amateurs se dopent, mais en plus, l'étude nous apprend qu'ils se dopent dans des doses plus importantes que les sportifs professionnels. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant et ça touche les catégories ça va des enfants aux seniors. Et il y a du coup un chercheur qui a travaillé spécifiquement sur ça, qui s'appelle Jens Bogen-Smoller, et qui note que les sportifs amateurs qui ont recours à des substances dopantes ne le font pas dans un but de performance, c'est ce qui m'a le plus impressionné là-dedans, mais pour améliorer leur apparence physique et leur image personnelle. Donc c'est pas forcément pour avoir des gros muscles ou quoi que ce soit comme on peut croire, c'est plus pour coller à une image personnelle d'eux-mêmes qu'ils veulent atteindre. Donc ça peut être parfois pour battre un record, un objectif, mais un tout petit objectif ou des petites choses, ou simplement parce que ça leur permet de rester plus longtemps au sport, etc., etc. Mais c'est pas des gens qui sont des compétiteurs, je sais pas si c'est clair. C'est clair, mais ça c'est un autre problème, hein. Bah pour moi, ça rejoint exactement le même problème, c'est-à-dire Alors, qu'en gros, on est sur du sport amateur, mais qui va devenir délétère pour la santé parce que en fait, l'approche des gens, pour moi, ça montre que l'approche des gens, c'est pas une approche qui colle aux chiffres de l'OMS, quoi. Les gens, ils vont pas au sport dans une attente de santé. Pour moi, ils vont au sport parce qu'ils sont finalement dans quelque chose où le modèle, ça reste le modèle professionnel, ça reste le modèle compétitif, etc. Alors ça, c'est toi qui le dis. Tu vois, c'est ton propre avis. On peut pas en faire on peut pas en faire une vérité absolue. C'est l'Académie nationale de médecine qui note dans un rapport: le sport professionnel fait figure de modèle pour les pratiquants. Et du coup, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Après, je sais pas si c'est valide pour tout, mais je pense qu'on peut quand même imaginer, sans dire qu'ils veulent s'entraîner et obtenir les résultats d'un pratiquant, ça peut être tout simplement vouloir ressembler. Enfin, c'est le poster qu'on a dans notre chambre. C'est pas plus grand que ça, hein, des fois. C'est se dire, qu'est-ce qui nous amène à aller au sport? C'est rarement un compte-rendu de l'OMS qui nous dit: ah oui, il faut faire une activité physique modérée. C'est un rêve. On fait pas des sports pour ça. Enfin, on fait un sport parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît, qui nous tient. Je suis pas allé faire de la boxe parce que je voulais avoir une activité physique modérée. Je suis allé faire de la boxe parce qu'il y a des boxeurs, parce que j'aimais Mohamed Ali et Mike Tyson, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais du coup, où est le problème là-dedans? Sans parler de produits dopants. Si quelqu'un, moi par exemple, j'ai commencé la muscu parce que j'adore Arnold Schwarzenegger. J'ai jamais pris de produits dopants, j'ai une santé de fer. Où est le problème? Est-ce que le fait d'avoir commencé une activité physique pour les mauvaises raisons, encore une fois, grosses guillemets, parce que est-ce qu'il y a vraiment de mauvaises raisons pour commencer le sport? Si au final ça apporte les bénéfices sur la santé qui sont recherchés, why not? Après, le problème du dopage et des personnes qui utilisent des produits dopants pour des choses qui ne sont même pas de la performance et qui sont juste cosmétiques, on va dire, ça, c'est vraiment un autre problème. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler en faisant de l'éducation, etc. Mais on sort un petit peu du sujet de ton réel, en fin de compte. Pas tant que ça, parce que le sujet, c'est les injonctions. C'est l'injonction à ressembler à quelque chose qui est un modèle irréalisable. Et finalement, un modèle pas irréalisable pour tous, mais qui finalement est c'est ce qu'on appelait la toute petite case dans le réel. C'est-à-dire aux gens, on dit aux gens en permanence: regardez, vous devez faire du sport pour votre santé, mais au final, on juge les gens sur leur ressemblance précise à une norme physique particulière, qui est d'avoir... pour le coup, là, je vais parler d'un certain taux de masse grasse, d'un certain volume de muscles, etc., etc. C'est pas lié à la pratique du fitness, du crossfit ou quoi. C'est lié au fait que
aujourd'hui la norme dominante, et ça, franchement, les gens de la muscu, vous y êtes pour rien, vous avez rien demandé, mais elle est quand même beaucoup liée au fait que, bon, bah voilà, c'est un certain muscle un peu hypertrophié, c'est ce qu'on voit dans les films. Aujourd'hui, un journaliste dans un film ou un scientifique dans un film, quand tu le vois, il est taillé comme s'il avait le temps d'aller vraiment s'entraîner tous les jours, etc., etc. Donc je pense que c'est une norme qui est là. Le discours du réel, il était quand même entièrement tourné sur ça. Hein. Je veux dire, on était sur le fait qu'il y a une injonction à rentrer dans la norme et que cette injonction, elle va pousser elle est pas forcément, en tout cas, si on touche à la question du dopage, elle va pas forcément amener les gens à avoir des comportements qui vont être sains pour eux. Parce que moi, en fait, je le redis, si vous voulez faire du sport compétitif, c'est pas grave. Si vous voulez faire du sport à haute intensité, c'est pas grave. Et même, je veux dire, accepter la blessure. Enfin, je veux dire, si on décide de faire du sport compétitif, on sait qu'il y a des chances de se blesser, ça fait partie du jeu du sport compétitif. On l'accepte, et vraiment, moi, j'en veux à personne. Je dis simplement, attention à ne pas tout mélanger, justement, à ne pas dire aux gens, regardez, vous devez faire du sport pour votre santé, et en même temps, avoir paradoxalement à côté un modèle qui est un modèle totalement inatteignable pour une pratique. Non, attention, pour une pratique modérée, tu vois, et dire, enfin, du coup, ça va forcément créer des attentes, et ces attentes, elles peuvent expliquer en partie cette question du dopage, qui est quand même impressionnante, quoi. Je te cite encore l'étude sur le dopage qui dit que 21 des jeunes sportifs pensent que sans produit dopant, il est impossible de devenir un grand champion et que 68% estiment que ce produit amène une nette amélioration de la performance et que 6% d'ailleurs sont aussi persuadés que se doper n'est pas une tricherie. Donc tu vois, il y a une représentation du dopage comme quelque chose qui peut t'amener à atteindre un statut qui serait presque inatteignable sans. D'ailleurs, ça, bon, c'est une autre question sur le dopage, mais il y a aussi, je crois, beaucoup de mythes autour du dopage, comme quoi ça permettrait d'atteindre des capacités physiques extraordinaires. Enfin, ça n'a jamais transformé personne en super-héros, hein, attention. T'es sûr? En super-héros? Non, pas en super-héros, mais c'est clair que ça développe des capacités qui sont supranaturelles. Hein. Ça fait monter en capacité, mais si t'es pas... Enfin, je veux dire, John Jones qui se dope, forcément, il est meilleur que Daniel Cormier. Et si Daniel Cormier se dopait, il serait peut-être meilleur que John Jones pour prendre deux sportifs du MMA. Mais si moi, demain, je me dope, je ne serai jamais au niveau de John Jones. Enfin, tu vois, je pense que ça peut augmenter ton niveau. Mais tu l'as vu, Icarus, le documentaire sur le dopage dans le cyclisme? Assez intéressant. Non, je l'ai pas vu. Ah, franchement, super intéressant. Bah, le mec se dope pendant le documentaire. En vrai, il se dope tout le long et il essaye de voir ce que ça change. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que, bon, à un moment donné, l'écart entre deux sportifs dopés, ça reste aussi l'écart entre deux sportifs, tu vois, entre leur niveau d'origine. Mais, alors certes, mais ça augmente quand même ton niveau, attention. Hein. Bah, il y a quand même une étude intéressante qui a été faite sur le sujet, sur des pratiquants qui faisaient... Je reprends l'exemple de la musculation, parce que c'est quand même aussi un peu mon métier. Et là, on prenait des sportifs qui étaient intéressés juste par l'hypertrophie et par l'apparence physique. Hein. En clair, ils voulaient ressembler à des bodybuilders. Et c'est pas un problème, on est d'accord. Hein. Ouais, on est d'accord sur ça. Je veux pas que les gens se sentent jugés. Hein. Non, bien sûr. Et il y a une étude qui comparait justement des pratiquants qui n'utilisaient pas de stéroïdes et qui faisaient de la musculation, des pratiquants qui utilisaient des stéroïdes et qui faisaient de la musculation, des pratiquants qui ne faisaient pas de musculation et qui ne prenaient pas de stéroïdes, et des pratiquants qui ne faisaient pas de musculation et qui prenaient des stéroïdes. Et ceux qui ne faisaient pas de musculation et qui prenaient des stéroïdes avaient développé plus de masse musculaire que ceux qui faisaient de la musculation sans prendre de stéroïdes. Donc, effectivement, il y a certains produits dopants qui sont aussi dangereux qu'efficaces. Et j'aimerais bien mettre l'accent là-dessus, ils sont aussi dangereux qu'efficaces. Voire même beaucoup plus dangereux qu'efficaces. En vrai, ce qu'on pourrait dire, c'est aussi que ça doit dépendre fortement des sports et des attentes. J'imagine que le cyclisme, l'effort dans Icarus est si spécifique que tu dois pas avoir un gain si important. Arriver à une certaine masse, tu vois, tu dois plus avoir tant de gains. Là où en musculation, c'est vrai que vu le nombre de choses à développer, de compétences sportives à développer sur des parties du corps si différentes, que ça doit pouvoir amener beaucoup de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et autre chose, tu sais, dans ton réel, il y a eu une phrase qui aussi m'a fait un peu tiquer, c'est lorsque Camille disait l'OMS conseille de faire du sport à intensité modérée pour être en bonne santé, mais à aucun moment il est question de passer 3 heures à la salle pour développer 30 kilos de muscles et de descendre à 10% de masse grasse. Cette phrase, elle est restée gravée dans ma mémoire, parce que du coup, ça laisse entendre que développer 30 kilos de masse musculaire et descendre à 10% de masse grasse, bah, c'est mauvais pour la santé. Alors que c'est faux. C'est tout l'inverse. Moi-même, depuis que j'ai commencé la musculation, j'ai développé précisément 30 kilos de masse. Et il y a quelques mois, j'étais à 10% de masse grasse. J'étais en très bonne santé. Et puis, de toute façon, toutes les études scientifiques sur le sujet nous montrent que la meilleure façon d'être en bonne santé, c'est d'avoir un système cardio-respiratoire en bonne forme, c'est-à-dire vulgairement un bon cardio, de développer assez de masse musculaire
et d'avoir un taux de masse grasse qui est relativement bas. Alors on peut s'accorder sur le relativement bas, hein. Relativement bas, ça peut être 10% pour toi, ça peut être 15% pour une autre personne, 22% pour une autre personne. Donc ça, c'est difficile à estimer parce que ça dépend de plein de facteurs. Mais il en reste quand même vrai que une bonne santé est associée à le développement de la masse musculaire et la réduction de masse grasse. Si du coup tu as des pratiquants qui arrivent en salle de sport et qui sont non seulement intéressés pour ressembler à Captain America, qui le font naturellement sans produits dopants et qui en plus vont prendre soin de leur bien-être, on a tout gagné, non? Est-ce que Bah, pour on toi revient à la c'est question de quand la même... pratique. Mais pour moi, cette pratique-là que tu présentes, je suis pas sûr que ce soit la pratique qui soit présentée dans la plupart enfin, chez la plupart des coachs. Et pour le coup, franchement, je prends pas ton exemple parce que, notamment, j'avais remarqué dans tes vidéos un truc qui m'a tout de suite marqué quand je suis allé sur ta page. C'est que, notamment, tu montres ton corps dans des périodes où t'es pas en sèche. Où t'es des fois dans des prises de masse et tout, machin. Extrêmement rare. Vraiment extrêmement rare, je trouve, dans le milieu du sport, d'assumer justement ces périodes-là. Là, je reparle des sportifs pro moi, avec qui j'ai pu bosser. Les mecs, ils se prennent en photo que quand ils sont en weight cut, que quand ils sont en train de perdre du poids. Sinon, ils sont en t-shirt, ils veulent pas qu'on les prenne en photo, etc. Parce qu'ils ont honte de leur corps, qui sont des corps physiquement, mais qui sont 1 milliard de fois dans la norme. Mais pour eux, c'est oh mon Dieu, on voit pas parfaitement les abdos tracés, etc. et tout. Et je trouve que sur les réseaux, déjà, première injonction, un petit peu, on va dire tacite, mais c'est que tous les corps que tu vois, quasiment, quand tu regardes les photos et tout, ils ont sûrement été pris en photo à peu près à la même période dans des tenues différentes, hein. Mais tout au long de l'année, t'as ces corps-là qui sont des corps en sèche quasi parfaits, tu vois. Et je pense que déjà ça, c'est quand même une espèce d'injonction à une forme de corps inatteignable. Parce que non, en vérité, je pense, après t'es bien plus spécialiste que moi sur le sujet, mais je pense que avoir un corps tout le temps en sèche, à ces niveaux, en tout cas au niveau qui sont montrés dans ces photos-là, je pense que bon, c'est relativement irréaliste et ça met quand même une pression aux gens, quoi. Alors, ça met une pression aux gens, je suis d'accord. Est-ce que on peut considérer que c'est irréaliste? Ça dépend en fait, ça dépend ta vision du dépassement, ça dépend ta vision de l'ambition, des objectifs. Alors peut-être que là, du coup, on va pas du tout être d'accord sur la question et sur le sujet. Mais personnellement, je trouve au contraire que c'est sain d'avoir un objectif qui est ambitieux, qui est difficilement réalisable et qui en plus a de fortes chances statistiquement d'améliorer notre santé. Si quelqu'un a pour objectif ambitieux de développer 30 kilos de muscle, de descendre à 10% de masse grasse, on sait que statistiquement, je dis bien statistiquement, hein, parce qu'il y a des cas particuliers, statistiquement, ça va sûrement améliorer tous les marqueurs de santé. Et où j'allais où avec ce raisonnement? Et si du coup il atteint un physique qui est considéré comme inatteignable, mais c'est encore plus gratifiant. Moi, je le vois comme ça. Après, il y a l'autre côté de la pièce qui veut que on pourrait se dire pourquoi tant d'efforts, pourquoi tant de sacrifices, alors qu'au final, on peut être, effectivement, je le reconnais, en très bonne santé sans voir ses abdos, en très bonne santé sans avoir des muscles ultra hypertrophiés. Mais du coup, ça dépend du caractère de chacun. Mais l'attente inatteignable, tu crois pas que c'est ça qui favorise peut-être le dérapage, le comportement potentiellement toxique de la personne qui, n'ayant pas forcément l'accompagnement suffisant, n'ayant pas forcément accès je sais pas, aux bonnes méthodes, aux bons moments, aux bons accompagnements, aux bonnes personnes, pour avoir un bon entraînement, va commencer à se dire, ouais, bon, en fait, si je prends cette pilule, si je prends cette piqûre, machin, etc., là, je vais prendre un raccourci qui va me permettre tu vois, de progresser, etc., etc., tu vois. Et puis, sur la question des blessures, à un moment donné, est-ce que quand même, je pense que, tu vois, quand les gens, ils voient ton corps sur Instagram, je pense qu'il faut réalistiquement leur dire, attendez, c'est 10 ans de travail. C'est pas, je me suis pas réveillé un matin et c'est arrivé, etc. et tout. Et moi, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent dans le milieu du sport et il y a des vendeurs, malheureusement, de solutions miracles qui leur disent tu vas voir avec ma méthode magique, t'auras le summer body en 3 mois, t'auras ci en 3 mois, des abdos visibles en tant de temps, machin, etc. Et ça, en fait, je pense que ça favorise quand même des comportements qui sont pas des comportements où le sport, tu vois, il est fait de manière saine, mais où le sport, il est fait en fait dans des objectifs qui sont des objectifs très court-termistes, qui sont des objectifs finalement assez violents et dont l'objectif est de correspondre à une norme très rapidement, mais sans justement faire attention à préserver le corps, etc., quoi. On est plutôt d'accord sur ça. On est même 100% d'accord sur ça. Ceci dit,
je vais te poser une question. Est-ce que tu considères que quand je poste une photo de moi torse nu dans une condition 10% de masse grasse, 95 kilos de muscles, est-ce que pour toi, c'est promouvoir un objectif inatteignable qui serait potentiellement mauvais pour les pratiquants qui commencent le sport? Bah, pas quand tu le fais par exemple en montrant des phases de prise de masse, pas quand tu le fais en montrant des phases où t'es pas en sèche, pas quand tu le fais en expliquant le parcours qui t'y amène. Pour moi, tu vois, on peut pas juste prendre la photo, c'est le discours dans son ensemble. Quand je vais sur ces pages de coach où je vois que des photos en sèche, où je vois un discours qui est des abdos en 3 mois, le summer body, etc. et tout. Là, par contre, je me dis, ouais, là, ce qu'on promeut, c'est négatif. Par contre, si je vois quelqu'un qui montre son corps, qui montre ses entraînements, qui explique sa pratique, qui explique les temps longs d'une pratique, et c'est pas pour autant qu'il peut pas avoir une méthode d'entraînement et présenter sa méthode d'entraînement, loin de là, justement, c'est même très intéressant. Je vois pas du tout la même chose. Si tu veux, pour moi, d'un côté, je vois un professionnel qui taffe, de l'autre, je vois un vendeur de bagnole, quoi. Ouais, pareil, sur ça, on est plutôt d'accord. Ceci dit, je peux faire en 3 mois, tu me confies n'importe qui, je lui fais apparaître ses abdos, hein. Donc, tu vois, il y a aussi cette notion-là de... Il y a quand même des possibilités, il y a quand même... c'est quand même possible, quoi. Donc, si c'est possible, est-ce que c'est un problème de le promouvoir, entre guillemets, ou de partager aux gens que si, c'est possible? Alors, je suis d'accord avec toi, ça demande beaucoup de travail, ça demande parfois des sacrifices, et ça demande parfois tellement de sacrifices qu'on pourrait considérer que ça en est délétère pour la santé, tu vois, la santé mentale, sur ta vie sociale, etc. Mais ça reste quand même atteignable. Et j'aime bien me concentrer sur ce facteur-là. Et c'est ce que j'essaye de faire de toute façon en tant qu'éducateur sportif. J'essaye bien de faire comprendre que il n'y a pas de satisfaction instantanée. C'est quelque chose sur lequel on va travailler sur le long terme, mais ça reste atteignable. Moi, je te rejoins sur le fait que je pense que bien accompagné, avec des gens qui s'occupent. Enfin, je trouve que c'est important de le dire, mais avoir aussi une personne qui nous prend en compte en tant qu'individu, parce que bon, il y a beaucoup de cours collectifs où les gens font tous la même chose en même temps, et c'est pas toujours négatif quand c'est bien fait, mais il faut bien se rendre compte que dans ces cours, tout le monde n'a pas le même niveau, et donc du coup, si les gens s'écoutent pas justement, et là font pas un peu attention, ça peut aussi amener justement à des effets de groupe où pour pas être la personne qui s'arrête, pour pas être le dernier, etc., on risque de se mettre en difficulté ou peut-être de se faire un peu mal. Mais je pense que par contre, bien accompagné sur une pratique réfléchie, je crois qu'on peut arriver à des objectifs très intéressants. Mais la question que je me pose, c'est au final, est-ce qu'on ramène pas un peu toujours tout à une question de choix individuel? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire un petit peu les gens finalement qui sont en obésité, c'est leur choix, c'est leur volonté, il suffirait qu'ils se bougent le cul, quoi, tu vois? Et ça, moi, j'ai pas, enfin, je pense que c'est un discours qui est assez dangereux. J'ai reçu un message, je te le lis, qui était sous la vidéo. Je m'excuse d'avance pour les personnes grosses, parce que c'est un message assez grossophobe, mais je voulais quand même le lire pour qu'on ait dans l'idée du type d'injonction et de message qu'on peut avoir. Donc, c'était sous la vidéo qu'on a fait avec Camille. Le message disait: les gros qui disent qu'ils sont bien avec leur corps et qu'ils n'ont pas l'intention de se bouger, j'ai juste envie de les baffer. Tu as beau être bien, tu es en mauvaise santé, tu es un facteur de risque, tu es plus souvent malade et donc tu es un poids pour la société. Et puis merde, respecte-toi, respecte ton corps, pose ton gâteau bouboule et va bouger. Bon, voilà, c'est horrible, c'est insultant, et je le dis, c'est pas représentatif de aucune communauté, ça. Hein. Ça, c'est connard, point, et ça ne représente ni le milieu du sport, ni personne, je pense, à part les cons. On est 100% d'accord. Voilà. Mais par contre, ce que je note dans ce message hyper violent, c'est cette idée que l'obésité serait une question de volonté, que les gens, ils auraient juste à dire vas-y, j'en ai marre. Et du coup, je suis allé chercher, je me suis dit, bon, c'est quoi les facteurs qui rendent obèse? Et en fait, quand tu vois l'étude... Là, on discute comme j'ai l'habitude de le dire, parce qu'on va pouvoir discuter justement de ça. Quels sont les facteurs? Vas-y. Alors moi, ce que j'ai trouvé, ce que je trouve, travail de Alice Belisha, chercheuse à la Sorbonne, qui écrit en France... Attends, non, c'est sur les stigmates, je vais te trouver les facteurs. Voilà, l'obésité est largement liée à ce que l'OMS appelle des environnements obésogènes. Selon un rapport de l'OCDE sur le sujet, dans l'UE, les femmes et les hommes du groupe aux revenus le plus faible sont respectivement 90% et 50% plus susceptibles d'être obèses que leurs homologues du groupe aux revenus les plus élevés. Et ça, c'est frappant.
Est-ce que, enfin, tu vois, si on prend ça, ça voudrait dire, est-ce que genre tous les gens au SMIC sont 90 fois plus feignants que les autres? Non, ça, franchement, non, personne ne peut dire ça, quoi. Du coup, je suis allé chercher un peu d'autres trucs. Je suis tombé sur un rapport du Sénat sur l'obésité en 2022 qui nous dit quelles sont les causes de l'obésité. Il cite notamment dans les causes principales, hein, des problèmes économiques. Pourquoi? Parce que les gens les plus pauvres n'ont pas accès déjà aux bons aliments, à une bonne alimentation, à des aliments de bonne qualité. On vit actuellement une période d'inflation qui est d'une violence extraordinaire, hein, tout le monde le sait, tout le monde le sent dans le porte-monnaie, qui fait que le problème n'arrête pas d'empirer. Et donc déjà avoir accès à des fruits, avoir accès à des légumes, c'est pas forcément permis à tout le monde. Et avoir accès à des aliments de qualité, c'est pas toujours accessible à tout le monde. De la même manière, tout le monde ne peut pas se payer une nounou pour garder ses gosses, pour avoir le temps d'aller faire du sport. Tout le monde ne peut pas, des fois, simplement se payer le prix de la salle de sport, même si c'est pas hors de prix. Bon, bah, ça reste cher, et pour des très petits revenus, ça peut être quand même un souci. Moi, j'ai quelqu'un de proche dans ma famille qui bosse en usine. Elle voulait se payer des cours de yoga, c'était trop cher pour son budget. Elle a un gosse, il faut payer les couches. T'as les couches, le cours de yoga, tu choisis les couches, quoi. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui casse un peu l'idée du quand on veut, on peut. C'est beaucoup plus quand on peut, on veut. Parce qu'il y a des gens qui ont les moyens et d'autres qui les ont pas. Je finis juste sur les moyens. Il y a aussi la question des conditions de travail qui est assez importante, qui est que les plus pauvres sont les gens les plus soumis à des horaires fragmentés, donc des horaires éclatés dans la journée qui laissent pas vraiment le temps à avoir une pratique sportive, parce que ça permet même pas d'avoir une vie sociale ou d'avoir des horaires pour se reposer, etc. C'est les gens qui sont le plus soumis au travail de nuit, à des travaux fatigants physiquement et à des types de travail qui sont le plus éloignés de leur lieu de travail. Donc c'est des gens qui ont beaucoup de transport, qui font des horaires de merde, qui travaillent de nuit, et du coup tout ça vient jouer. Et là on n'est plus sur la volonté individuelle, on est sur une question de conditions d'accès au sport, qui fait que y a des gens dans leur vie aujourd'hui, ça devient impossible de faire du sport, tout simplement pour des histoires d'argent ou pour des histoires de conditions de travail. Alors, j'entends totalement ce que tu es en train de dire. Et au final, je suis complètement d'accord avec toi. Ceci dit, toutes les raisons que tu viens de citer, elles sont pour moi en dessous de la raison principale et indiscutable de l'obésité. Quelqu'un qui souffre d'obésité, c'est quelqu'un qui mange trop. Et c'est pas un jugement où c'est factuel. Donc c'est le surplus calorique qui fait prendre du gras, et c'est l'accumulation de gras qui rend obèse. Alors effectivement, après, on pourrait trouver plein de raisons sous-jacentes. Et tu en as cité quelques-unes. Mais celle qui est toujours tout au-dessus, c'est le surplus calorique. Et ce qui se passe quand on est en surplus calorique pendant trop longtemps, on prend assez de gras pour être considéré comme obèse. Et je rappelle, on est trop, mais ceux que tu manges, si tu vois. Ceux que tu manges. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qui fait que Oui, bien sûr. Il y a la quantité, il y a la qualité, le type d'aliment, etc. Ça, on est tout à fait d'accord sur la question. Donc, est-ce que c'est une question de volonté, oui ou non? J'aurais tendance à dire que manger trop, on est quand même responsable de ce qu'on met dans son assiette. On est quand même responsable de ce qu'on met dans sa bouche. Alors certes, il y a des circonstances qui sont qui peuvent aggraver la situation. Il y a des circonstances qui font que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile pour certaines personnes. Et ça, j'en sais quelque chose parce que je l'en accueille dans mes salles de sport. Et je vois à quel point on doit avoir une approche individualisée pour quelqu'un qui a pas mal de contraintes en fonction de son travail, en fonction des déplacements, comme tu le dis, en fonction de son budget. Donc forcément, tout le monde ne doit pas être traité, j'ai envie de dire, même si c'est pas le bon mot, mais tu m'auras compris, traité de la même façon. Mais on en revient toujours à la même chose, c'est que l'obésité est quand même provoquée par un excès de nourriture. Moi, je dirais que c'est plutôt multifactoriel. C'est ce que sous-entendent les études. Donc, effectivement, il y a l'excès de nourriture, il y a aussi le type de nourriture consommée, notamment tout ce qui est des sucres transformés, etc. et tout. Mais clairement, les questions d'environnement, elles jouent autant. En fait, finalement, tu ne manges pas trop par manque de volonté, quoi. Tu manges trop parce que tu as accès à un certain type de nourriture, tu manges trop parce que aussi, pourquoi pas, enfin tu vois, genre, imagine tu tapes ta journée de taf qui est épuisante, en horaire fragmenté, tu rentres dans les transports, tu vas récupérer tes gosses à la crèche, tu t'occupes de tes gosses et tu repars le lendemain, etc. et tout. Enfin, je veux dire, moi, la personne qui fait ça, qui mange un peu trop, tu vois, je jette pas trop la pierre. Enfin, je vois en fait le refuge de la nourriture, à comment il peut fonctionner en fait, parce que. Mais il est pas question de jeter la pierre à qui que ce soit. Hein. Et jamais de la vie, ce serait mon premier réflexe. Absolument pas. Je sais très bien à quel point ça peut être difficile. Vraiment, je sais vraiment à quel point l'environnement
peut être un facteur aggravant de ce genre de conditions. Mais quelqu'un qui sera en déficit calorique et qui a exactement les mêmes conditions qu'une personne qui mange trop, qui mange trop, pardon, qui mange trop, on va se retrouver avec quelqu'un qui est potentiellement obèse et quelqu'un qui ne l'est pas. Alors qu'on a exactement les mêmes facteurs environnementaux. Donc on en revient toujours à la même chose. C'est quand même une question de quantité et accessoirement de qualité, mais ça reste le cas. Et est-ce que du coup, ça rentre dans la question de la volonté? Moi, je pencherais quand même pour le oui. Après, forcément, encore une fois, il y a des approches individualisées et je suis tout à fait d'accord pour admettre que pour certaines personnes, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais il y a un moment, quelle est la solution? Bah, il y a des solutions, en fait, justement, bonne question. En vrai, tu vois, on a quand même énormément... Là, on part d'une tentative de solution. La tentative de solution des gens, c'est de dire, tiens, une personne grosse, je vais aller la voir, je vais lui dire, va faire du sport. Tu vois, enfin, je caricature, mais la vidéo d'origine, elle part de ça. Elle part de ce discours qui est d'aller voir les gens et leur dire, bah vas-y, va faire du sport, bouge-toi, va te bouger un peu, etc. Et déjà, enfin, je pense que, bon, première chose, il y a aussi des gens gros, pour le coup, c'est pas forcément qu'ils mangent trop, il y a aussi des questions de santé, de maladie, il y a plein de raisons. Il y a des gens qui peuvent pas du tout faire de sport, il y a aussi Bien des sûr. facteurs médicaux particuliers qui vont faire, Mais qui représentent pas la majorité, hein, mais qui Alors bien existent. sûr, mais je tiens juste à préciser quand même que les problèmes hormonaux et les problèmes de santé, en fait, il y a aucun problème hormonal et aucun problème de santé qui peut faire prendre du gras. Ça n'existe pas. Parce que le gras doit venir de quelque part. En fait, c'est la transformation de l'énergie que tu as dans la nourriture. Donc, il n'y a aucun problème hormonal qui peut créer du gras, en fait. Ça n'existe pas. C'est toujours une transformation de matière. Et les problèmes hormonaux qui sont liés, qui facilitent la prise de gras, effectivement, ça existe, mais c'est très, très, très minoritaire. Donc, tu vois, l'argument de je prends du gras parce que j'ai un dérèglement hormonal, il est aussi à prendre avec des pincettes. Certes, il existe, mais il est aussi à prendre avec des pincettes. Après, tu l'as bien dit, il y a certaines personnes qui malheureusement n'ont pas la capacité, qui ont des problèmes littéralement physiques, qui peuvent pas, par exemple, faire assez de pas dans la journée, qui peuvent pas faire certaines activités physiques. Et oui, là, forcément, c'est pas une question de volonté. Ils y sont malheureusement contraints. Sur ça, honnêtement, je vais me poser en arrière. Honnêtement, je ne peux pas infirmer ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, donc je laisse les gens vérifier d'eux-mêmes. Je ne veux pas dire de conneries, donc je le prends comme tel. Voilà. Je ne peux pas dire que c'est vrai, je ne peux pas dire que c'est faux. Je sais pas. Pour le coup, moi, ce que je note simplement, c'est que, enfin, si on repart de la vidéo, la question que je me pose, c'est est-ce que en voulant pousser les gens à faire du sport d'une manière qui peut être vécue comme stigmatisante, parce que l'air de rien, j'ai eu beaucoup de messages dans les commentaires de gens du milieu du fitness, mais j'ai aussi beaucoup de messages de personnes grosses qui me disaient merci. Merci parce que j'en ai marre qu'on vienne tous les jours me dire va faire du sport, je fais du sport et j'en ai marre qu'on me le répète. Et au fond, avec l'idée que l'obésité est multifactorielle et vient de ces environnements obésogènes, je crois que c'est comme ça que le dit l'OMS. En fait, si la santé des gens vous préoccupe, ben peut-être qu'il faut s'engager sur autre chose avant d'aller voir une personne grosse et lui dire allez frérot, va faire du sport. Est-ce que vous vous êtes engagé sur la question en fait de l'égalité sociale, des meilleurs salaires? Est-ce que vous êtes engagé contre l'inflation? Je rappelle juste comme ça pour le plaisir, hein, que selon le FMI, 45% de l'inflation n'a rien à voir avec ni le Covid, ni le climat, ni l'Ukraine. C'est le FMI, c'est pas des gens de gauche, hein, mais vient de la hausse des profits par les entreprises privées qui font artificiellement monter les prix. Voilà, est-ce que vous êtes engagé contre toutes ces choses-là qui participent en fait à un niveau d'inégalité tellement violent, tellement fort que, eh bien, évidemment, ça va amener des gens potentiellement à basculer dans l'obésité ou pas. Parce que ça, je pense que si on réfléchit en fait de manière structurelle, globale et dans l'ensemble, ben on se rend compte que peut-être que la dernière chose à faire, surtout que vous n'êtes pas médecin, vous connaissez pas les conditions de vie de la personne, vous savez pas grand-chose sur elle, peut-être que la dernière chose à faire, c'est d'aller voir une personne grosse en lui disant va faire du sport, et peut-être qu'avant ça, vous posez la question qu'est-ce que j'ai fait moi aujourd'hui pour permettre à tout le monde d'avoir accès au sport, d'avoir accès à une bonne alimentation saine et équilibrée, etc., etc. Alors Mathieu, enregistrons ce passage. On est 100% d'accord, personne ne devrait se permettre d'aller voir quelqu'un d'autre pour dire t'es trop gros, va faire du sport. Jamais de la vie, ça devrait pas exister. Mais je pense que toutes les personnes qui ont commenté ton réel sont d'accord avec ça. Je vois pas comment on peut ne pas être d'accord avec ça. Et ça devrait pas exister.
C'est clairement de quoi tu te mêles, quoi. Laisse-moi tranquille. Mm. Peut-être que, effectivement, comme tu l'as dit, on a une personne qui a déjà commencé le sport, on a une personne qui ne peut pas faire de sport pour X ou Y raison, on a une personne qui est en plein processus, qui est en pleine réflexion, on n'est pas dans sa tête. Donc, on ne devrait jamais se permettre de dire à quelqu'un t'es gros, va faire du sport, ou t'es trop musclé, arrête la salle, ou t'es trop maigre, mange un peu plus. Jamais de la vie, que ce soit en réel ou sur les réseaux sociaux. Donc sur ça, on se serre la main virtuellement, mais ouais, on est 100% d'accord, il n'y a pas de problème. Ça, vraiment, ça me fait très plaisir que tu dis ça, hein. Vraiment, je pense que ça fera du bien. Et il y a beaucoup de gens, je vois dans le chat, beaucoup de gens qui disent merci et tout, et qui sont contents de lire ça, hein, je crois, hein. Enfin, d'entendre ça, Bien pardon. sûr. Et on pourrait justement en profiter pour basculer sur le manque d'inclusivité des salles de sport. Absolument, oui, très bon sujet, ouais. Enfin, pas des salles de sport, moi je dirais plutôt du sport. C'est plutôt de Ah, ça. C'est vrai que dans la phrase de Camille, et pour le coup, tu as parlé des salles de sport, parce que dans la phrase de Camille dans la vidéo, elle dit bien les salles de sport. Elle dit qu'il faudra travailler pour rendre les salles plus inclusives, parce qu'elle, elle va à la salle. Donc du coup, elle a automatiquement parlé des salles de sport. Personnellement, moi je pense que c'est le sport en général qui a un vrai problème d'inclusivité. Ça, je le crois vraiment, hein. est-ce que tu saurais me dire quel est le problème? Parce que je t'avoue que j'ai jamais été confronté à ça et j'ai des clients dans mes salles de sport qui ont vraiment toutes les morphologies, Mm. qui sont de tout type d'expérience, tout type de milieux sociaux et j'ai jamais eu de problème d'inclusivité Mm. et j'ai jamais eu personne, à ma connaissance, hein, qui s'est plaint d'un manque d'inclusivité des salles de sport. Je pourrais pas parler des autres sports parce que malheureusement j'y suis un peu moins confronté, mais d'expérience personnelle, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un manque d'inclusivité dans les salles de sport? Ne pas faciliter l'accès à une personne qui serait débutante et que ce soit un peu trop effrayant pour elle, c'est ça? Non, non, pas du tout. Si vous voulez, déjà, je pense que la première chose à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il y a des gens de tout type qui viennent dans une salle que ça veut dire qu'on a atteint l'inclusivité. Parce que ça, c'est un biais du survivant. Le biais du survivant, c'est on va garder les gens qui viennent sans prendre en compte tous ceux qui ne viennent pas, tous ceux qui ne passent pas la porte, tous ceux qui se sentent mal à l'aise, qui sont venus une fois, qui sont repartis, etc., etc. Et C'est ces vrai. gens-là, ils témoignent. Là, il y a pas longtemps, il y a, je crois que c'est France Info qui a sorti un article où ils interviewaient beaucoup de personnes grosses et le titre, c'était Le sport ne veut pas de nous. Et c'est des gens qui parlaient de ça et qui parlaient de leur relation aux salles de sport et qui disaient, il y avait une dame qui disait un truc, mais j'y avais jamais pensé, mais qui disait la salle de sport est une humiliation pour moi au moment où je passe le tourniquet, et qui disait bah, j'arrive pas à passer le tourniquet, enfin voilà, et pourtant je veux y aller à la salle de sport, mais quand je dois passer le tourniquet, déjà ça se passe mal, ou des gens qui racontent des choses aussi simples que des tapis qui s'arrêtent, etc. Mais honnêtement, pour moi, sur la question de l'inclusivité au sport, on peut sortir même de ce débat-là. Et à nouveau, je vais vous citer un peu des sources sur le sujet. Euh, donc, notamment sur les personnes LGBT+, et sur la capacité de faire du sport des personnes LGBT+, dans le milieu du sport, où on sait depuis des années qu'il y a un problème de représentativité, hein. On a l'impression quand on regarde le sport professionnel, surtout dans les milieux masculins, que les personnes LGBT n'existent pas. C'est pas qu'elles n'existent pas, c'est qu'elles sont invisibilisées. Et donc Anthony Metz, chercheur qui travaille à la clinique du sport de Bordeaux, donc en 2015, et qui travaille pour la fac de Bordeaux, notait qu'il y a une invisibilisation des personnes LGBT. Il souligne que le football illustre les enjeux de l'homophobie dans le sport. Les hommes sont contraints au secret, qu'il y a une culture du secret dans le sport. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai observé aussi dans les salles de boxe, où il n'y a aucun problème pour les hétéros de parler de leur relation de couple, les meufs qui draguent, etc., etc. On n'entendrait jamais une personne LGBT en parler, parce que je pense qu'il y a une vraie peur, et cette peur, elle est censée, parce qu'il y a une étude Ipsos pour le ministère des Sports, donc qui date de 2023, qui note que 60% des personnes LGBT disent avoir déjà vécu une agression verbale homophobe dans le milieu du sport, une agression devenue physique dans 44% des cas, qui a ensuite poussé 29% d'entre eux à cacher leur orientation sexuelle et 15% à arrêter le sport. Donc quand je parle d'inclusivité, je parle de ça personnellement, c'est-à-dire de ce type de problème. Là, j'ai pris les chiffres pour les personnes LGBT. Je pense que si on va chercher du côté du racisme, il y aura aussi des choses. Je ne peux pas vous citer toutes les études qui existent, mais déjà celle-là, je trouve qu'elle est frappante. Je ne m'attendais pas à 44% de personnes qui ont subi une injure homophobe, qui disent avoir ensuite une agression physique. Je trouve que c'est des chiffres qui sont d'une violence incroyable. Et je pense qu'ils représentent quelque chose, en fait, d'une réalité qui est... en fait, moi, j'ai envie de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire parce que pour le coup, c'est pas la faute. Enfin, ça veut pas dire que les sportifs sont homophobes. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est C'est des ce que stats qui j'allais sont dire. représentatifs de la société. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était ça la question de Camille, hein. Comment rendre les salles plus inclusives? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est pas une question qui est relative au sport, Mathieu. Je suis pas sûr que ce soit directement lié à la pratique sportive.
pas sûr que ce soit l'échantillon sportif qui, du coup, crée un environnement qui ne serait pas inclusif. Bah là, ce Parce qu'il que dit, c'est dans l'espace du sport, par exemple, ce que disait le chercheur, donc Anthony Metz, c'est tu es contraint au secret sur ta sexualité, quoi, dans l'espace du sport, en raison de ces violences, en raison de cette peur, en raison de cette crainte, qui est une crainte que les gens n'auraient pas forcément dans d'autres espaces. Parce qu'on a laissé des tabous, on a laissé des choses s'installer n'en parle pas et tout ira bien, mais en fait ça se passe pas si bien que ça, quoi. Je crois que c'est ça que ça montre. Et effectivement, c'est pas spécifique au milieu du sport, mais ça existe dans le milieu du sport. Et donc à partir du moment où ça y existe, il y a une responsabilité de toutes les personnes qui sont dans le milieu du sport. Et je me comprends dans le tas. Hein. Je rappelle que moi j'étais prof de boxe. Hein. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et franchement, je sais, j'ai pas forcément la réponse. Hein. Quand moi j'étais en club, je savais pas. Enfin, c'était très compliqué à aborder comme sujet et c'était loin d'être simple. Hein. Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais ouais. Bah, ça aurait été intéressant de finir votre réel avec des propositions justement de solutions et de donner votre avis sur la question parce que du coup, au final, c'était un petit peu de la critique, mais on n'en tirait pas grand-chose. Surtout que c'était très dirigé vers le monde du sport pour le coup, et que on avait quand même l'impression que c'était plutôt un manque d'inclusivité pour les personnes qui seraient obèses, qui manqueraient d'expérience et qui se sentiraient humiliées à l'approche de la salle de sport, comme tu le dis avec le témoignage de la personne qui passe le tourniquet et qui a envie de faire demi-tour. Après, je pense que ça existe aussi. Justement, je renvoie à l'article de France Info sur cet accès des personnes grosses aux salles de sport et tout. Sur qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, je pense que la première chose, à mon avis, c'est d'ouvrir un dialogue avec les personnes concernées où les personnes, elles se sentent pas... où on leur dise tout de suite c'est faux, tu vois. Il y a quelque chose un peu, je pense, des fois, en voulant protéger son sport, et ça, je pense que ça part d'un bon sentiment, qui est de dire, mais non, attendez, c'est comme c'est un peu le not all men, quoi. C'est genre, non, pas tous les sportifs, c'est pas vrai, oui, bon, il y a peut-être un des connards, mais ça représente pas le sport, etc., etc. Mais en fait, je pense qu'il faut ouvrir une ligne de dialogue pour dire aux gens, allez, on en parle. Moi, je vous raconte un truc. Je me suis entraîné dans 2 salles de MMA principalement. Donc, la première salle, c'est le MMA Factory à Paris. Et la deuxième salle, elle s'appelait SBG. C'était en Californie du Nord. Et dans la salle SBG en Californie du Nord, ils avaient mis en place une politique volontairement d'accueil des personnes LGBT+. Ils avaient dit... On affiche ça sur la salle, on le met comme ça, clairement. Les personnes LGBT+, sont les bienvenues. Ils l'avaient écrit parce qu'ils savent qu'il y a de la discrimination et tout, notamment dans le milieu des sports de combat. Et ils voulaient faire entendre aux gens qu'ils étaient les bienvenus à venir s'entraîner dans cette salle. Et ils ont fait cette politique, et ben ça a créé un truc incroyable. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu une salle de MMA où on croise vraiment, justement, quand on dit il y a de la diversité. Là, j'ai vu de la diversité que j'avais jamais vu jusque-là dans les salles de sport de combat et que j'ai jamais revu depuis. Et je pense que ça vient d'une volonté. Ça vient de ce truc de dire, allez go, j'affiche mon truc, je le dis, je l'affiche et tout. Et je pense qu'il y en a plein qui ont peur parce qu'ils se disent, ah mais ça va me créer des problèmes avec mes pratiquants, ça va faire des histoires, patati patata et tout. Et en fait, pas du tout, quoi. Une fois que c'était fait, c'était plus vraiment discuté, c'était comme ça, et puis voilà, et ça a permis à ce que tout le monde se sente à sa place, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Pourtant, je prends l'exemple de mes salles de sport et tout le monde se sent à sa place. Hein. Il n'y a aucune question qui est posée, il y a juste l'amour du sport. Venez, on est là pour progresser, on est là pour se dépasser. Et en fait, tous les autres questionnements, ils n'ont même pas leur place dans la salle de sport. Oui, mais il y a peut-être des personnes, mais ça, indépendamment de toi, tu vois, qui dans la salle se sont sentis mal à l'aise pour un truc, etc. Je peux peut-être pas le savoir. Pardon ? C'est vrai, et ça, je peux peut-être pas le savoir. Et voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais pas, mais vraiment, je le redis, c'est très compliqué. Et l'autre truc, enfin, et pour le coup, là, moi, je vais quand même aller dans ton sens, c'est toi, t'es seul à gérer une salle, quoi, tu vois, et tes coachs, ils sont seuls à gérer un truc, et là, c'est des questions sociétales, c'est compliqué, des fois, c'est tendu, etc. Et tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle petite chose on peut faire ? Parce que faut pas tomber dans l'absurde non plus, mais quelle place on peut donner à tout le monde ? Comment est-ce qu'on peut ouvrir le dialogue ? Voilà, je trouve que c'est pas forcément simple. Et voilà, comment on crée de l'inclusivité dans le milieu du sport ? Voilà, je pense que c'est faisable, mais je pense que ça passe. Voilà, mais après, bon, peut-être que ça passe aussi simplement par le dire. Est-ce que ça à dire, attends, les personnes LGBT sont les bienvenues dans nos salles, évidemment, ça paraît être une évidence. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes LGBT à qui ça ferait beaucoup de bien de se dire, voilà, je suis légitime à venir ici, et s'il y a un problème, c'est écrit dans l'entrée sur une petite feuille, comme voilà, et pourquoi pas, quoi. Hein.
Bien sûr, ouais. Ouais, carrément. Je check juste si on a des questions du chat qui nous ont été remontées par la modération. Il doit être très occupé, donc s'ils n'ont pas réussi, je leur en veux pas. Non, ils n'ont pas réussi, je pense qu'ils sont débordés. Ils n'ont jamais eu 689 personnes. C'est vrai ça? Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Ça aurait été cool. J'avais même pas capté. Ouais. Il y a des questions. Mais écoutez, ce qu'on va faire, si tu veux, je vais juste relancer un truc sur l'inclusivité. Et ce que je peux demander, c'est la modération, si vous pouvez nous faire remonter 2-3 questions, un peu de tout ce que vous voulez. Ce qui vous intéresse, c'est pas que des choses qui vont dans mon sens, parce que c'est ma modération, donc je précise des choses qui peuvent créer du débat, n'hésitez pas. Et juste, du coup, je vais lancer un truc un peu polémique, mais je pense que c'est important sur la question de l'inclusivité du sport. Moi, j'ai vu, avec ce qui s'est passé autour de la vidéo, j'ai vu une belle mobilisation de la part du milieu du sport, et j'ai vu des gens capables de se mobiliser, donc contre moi, hein, mais en tout cas capables de se mobiliser collectivement. Et je me demande si cette mobilisation, elle serait pas intéressante à faire en fermant la porte du milieu du sport et de la scène médiatique du sport à des gens problématiques. Et pour le coup, je vais mettre les pieds dans le plat. Je sais que tu as fait une vidéo avec quelqu'un de très problématique, c'est Baptiste Marché. Donc, ça, c'est. Après, je sais pas ce que tu sais de son parcours, parce que moi, je le connais, parce que je suis spécialiste de l'extrême droite. Mais pour le coup, le parcours de Baptiste Marché est quand même très particulier. Baptiste Marché, c'est quelqu'un qui a été un membre actif de la sphère skin néo-nazie française. Et il a appartenu, c'est pas des fake news, tout est fondé sur du travail de journaliste, street press, etc. Baptiste Marché, il a fait partie des JNR, le groupe de combat néo-nazi fondé par le skinhead multicondamné Serge Ayoub, qui est pas du tout un enfant de cœur, je vous laisse aller chercher. Les JNR, c'est un mouvement qui a été impliqué dans plusieurs tentatives de meurtre et qui a abouti à l'assassinat de Clément Méric en 2013. Après la dissolution des JNR, il a rejoint, et il l'a reconnu dans une vidéo avec The Rob, il a rejoint le groupe de hooligans du COP of Boulogne. Donc le COP of Boulogne est divisé en différentes sous-structures. A priori, c'est l'époque où Serge Ayoub, toujours le même, essayait de s'infiltrer dans le COP of Boulogne et de créer un sous-groupe néo-nazi dans le COP of Boulogne. Voilà, donc c'est quand même pas ouf, sachant que le COP of Boulogne, on les connaît notamment pour la fameuse chasse aux supporters juifs de 2006, quoi. Ça craint complet. Et il a aussi été un membre actif des Praetorians, donc un club de motards qui a été fondé par Serge Ayoub, encore une fois, composé intégralement, quasiment, d'anciens membres des sphères suprémacistes, néo-nazis, etc. et tout. Donc, des gens archi dangereux. C'est pas, enfin, je veux dire, là, on n'est pas sur la petite politique, on est quand même sur, voilà, on est sur le pire de la discrimination, sur des gens qui sont liés à des actes de violence. On est sur quelqu'un qui dit, quand il était au COP of Boulogne, il y était pour la bagarre. On est sur quelqu'un qui ne nie pas son appartenance à ces groupes-là et qui, en plus, quand on lui pose la question, répond mais j'ai jamais dit que j'étais pas d'extrême droite. C'est sa réponse. Et je me demande, en fait, dans quelle mesure, tu vois, le monde du sport, en laissant la porte ouverte à ce genre de gens, finalement, automatiquement ne crée pas, je veux dire, quelque chose qui est l'inverse de l'inclusivité. Tu peux pas te sentir inclusif quand tu as des personnalités pareilles qui se baladent, tu vois, dans les vidéos sport, etc. et tout. Je le redis, je te jette pas la pierre parce que je sais pas ce que tu savais du parcours de Baptiste Marché, tout le monde ne le connaît pas. Et je sais qu'énormément de gens de la muscu ont fait des trucs. Enfin, c'est Bench and Cigar, c'est un mec qui a l'air bon vivant, bon français au départ. Cette Gecko a voulu faire des vidéos avec lui et tout, machin. Enfin, voilà. Mais quand on regarde le profil du gars, moi je pose la question à quel moment on ferme la porte, quoi. Je suis toujours assez poli pour laisser mes interlocuteurs terminer. Mais regarde le chat, Mathieu. Ça n'a pas de rapport avec le réel que tu as posté. Alors on peut, si tu veux, discuter... L'inclusivité. Comment on fait de l'inclusivité si on dit aux gens, ouais, les salles, c'est bienvenu, tout le monde peut venir dans le monde du sport, etc. Bon, par contre, on a nos représentants qui vont interviewer des types qui sont LGBT-phobes, racistes, etc. Enfin, qui sont liés à des mouvements politiques LGBT-phobes, racistes, etc. Le rapport, pour moi, il est hyper clair, quoi. Franchement, les gens, je vois dans le chat les gens qui disent il n'y a pas de rapport, mais excusez-moi, si t'es queer, si t'es une personne LGBT+, mais j'ai envie de dire même pour des personnes racisées, pour des personnes juives, et tu te dis voilà, le sport c'est cool, le sport c'est apolitique, etc. Le sport c'est apolitique, et tu tombes sur des vidéos, pas que la tienne, hein, des tonnes de vidéos avec ce genre de personnes, tu te dis ouais, quand même. La vidéo c'est du développé couché, hein, Mathieu. Ouais, mais c'est Baptiste Marché, tu vois ce que je veux dire? Enfin, et je le redis, je pense que j'imagine que tu connaissais pas son parcours et que c'est un vrai champion de sport, Baptiste Marché. Hein, c'est un vrai champion de développé couché et il est légitime. Mais quand même. Tu viens de dire exactement ce qui nous intéressait. Ouais, mais lui, à côté, il profite de ça et il a une chaîne sur laquelle il fait de la propagande politique
il met en avant des idées politiques, il a un truc qui s'appelle Radio Dixie dans lequel il tient des propos qui sont hyper discriminants. C'est quelqu'un qui fait la promotion de personnalités comme Papacito, qui sont des personnalités clairement ouvertes et marquées à l'extrême droite. Tu vois, à un moment donné, quand il y a cette diffusion d'idéologies discriminantes, les gens disent, je vois pas le rapport, mais moi je vois quand même un rapport très net entre discrimination et inclusivité. Enfin, à un moment donné, le rapport il est là. Tu vois, dans quelle mesure on parlait du nombre d'agressions dans les salles fait pour les personnes directement un débat LGBT. avec lui. Fait directement un débat avec lui. Je pense que ce serait plus enrichissant pour tout le monde. Je doute qu'il accepte. Mais je te demande pas de juste. Tu vois, je demande, est-ce que à ton point de vue, est-ce qu'il faut pas fermer la porte à ces gens-là, et est-ce que cette vidéo vraiment tu la referais avec lui? C'est une bonne question. Étant donné que les tips que j'ai eus sur le développé couché étaient mine de rien assez intéressants, moi j'en ressors avec justement des tips intéressants sur mon développé couché. Après le reste, tu vois, vous en faites ce que vous voulez. Moi c'était le but premier. De dire j'ai donné de la visibilité à un type. Enfin voilà, j'ai fait son CV quoi, tu vois, à ce type-là et qui est un activiste politique quoi. Non, c'est pas moi qui fais le CV de qui que ce soit. Et les personnes qui suivent ma chaîne sont très bien au courant de ce qui se passe quand je partage une vidéo. On parle de sport, on parle d'amélioration de la technique. Et le reste, on fait pas de la politique sur ma chaîne YouTube de musculation, ça c'est sûr et certain. Moi, je me pose une question sur cet apolitisme-là. J'ai l'impression que c'est un apolitisme qui va toujours laisser beaucoup de place à ces identités-là. Et enfin voilà, moi je repars du départ, c'est que j'ai vu une grande mobilisation du milieu de la musculation. Je me demande j'aimerais voir la même mobilisation quand il y a des personnes du milieu de ce même milieu qui sont dans des propos problématiques, discriminants, une même levée de bouclier pour les personnes contre la LGBT-phobie, etc. Parce que je crois que finalement, à dire qu'on fait de l'apolitisme, est-ce qu'on laisse pas la porte ouverte à des gens? Je le redis, politiquement, moi, chacun pense bien ce qu'il veut, mais arrivé à l'extrême droite, je commence à avoir un petit peu peur parce que je suis spécialiste de l'extrême droite, que je suis les morts. Je sais que l'extrême droite a tué 5 personnes en 2022, par exemple. Je peux vous citer les noms des tireurs, hein, c'est mon travail. Et cette violence-là, elle m'effraie et elle se construit sur la banalisation d'idéologies discriminantes. Elle se fait sur le fait que des personnalités qui peuvent tenir des propos LGBT-phobes sont banalisées. Et je pense qu'on peut pas faire comme s'il y avait aucun lien entre le nombre impressionnant d'agressions listées par l'étude que j'ai donnée tout à l'heure sur les discriminations. Donc on était à 60% des personnes LGBT qui font du sport qui disent avoir déjà vécu une agression verbale et 44% d'entre elles qui ont vu cette agression se transformer en agression physique. Et la banalisation peut-être de certaines personnalités. À nouveau, c'est pas à toi de trancher tout seul pour l'intégralité du monde du sport. Voilà. J'aimerais beaucoup voir un débat entre vous deux en tout cas. Moi je le ferai, honnêtement. Peut-être que ça arrivera un jour. Voilà, mais je pense pas qu'il accepterait, mais je le ferai, pourquoi pas. Voilà, bon désolé, je t'ai mis un peu dans la sauce. Je vais voir s'il y a des questions qui sont arrivées ou pas. Alors il y a des gens qui demandent est-ce qu'on peut parler, ça c'est une question pour toi Nassim, du fait que l'activité physique dont parle l'OMS ne se limite pas au sport. Qu'est-ce que Nassim aurait voulu dire pour une meilleure vidéo aussi qui est demandé? C'est deux questions différentes, tu peux répondre à celle que tu préfères. Pour une meilleure vidéo, on parle de ta vidéo. Oui, pour moi. À ton avis, comment on aurait pu traiter le même sujet et finalement le penser autrement? Je pense que l'accroche, elle est hyper maladroite et elle est typiquement, je veux provoquer des réactions sur les réseaux sociaux. Je sais pas à quel point c'est voulu, tu vois, mais je pense que c'est quand même un petit peu voulu de se dire les gens vont scroller, vont voir ce champ contre champ, c'est sûr qu'ils vont rester sur une partie du réel, en tout cas assez longtemps pour mettre un commentaire et pour que la vidéo devienne un petit peu virale, parce qu'1 million de vues en une semaine, c'est quand même pas rien. Donc moi j'aurais carrément zappé les 2 premiers tiers de la vidéo. Alors ça raccourcit clairement la vidéo, mais il y aurait eu une façon de le reformuler. Et puis les petits raccourcis qui font penser que le sport, en fin de compte, c'est bien de manière modérée, mais dès qu'on commence à en faire un petit peu trop, ça commence à devenir un petit peu moins intéressant. Je trouve que c'était maladroit, même si t'as vu on s'est quand même rejoint sur pas mal de trucs. On se rejoint quand même beaucoup. Sur pas mal de trucs à ce niveau-là. Donc, et puis après, la question sur l'OMS, c'était quoi, excuse-moi? La question sur l'OMS, c'était est-ce qu'il y a des préconisations, attends, je vais te la relire,
Bon, c'est question du chat, hein. Est-ce que on peut parler du fait que l'activité physique dont parle l'OMS ne se limite pas qu'au sport? Ça, pour le coup, moi, je sais pas trop, donc je sais pas si Si, ça pourrait se limiter à quoi d'autre? En fait, je c'est sais une pas, je sais activité. pas si ce qu'ils veulent parler, c'est notamment, je sais pas, peut-être juste de la marche, des choses comme ça. Parce que tu parlais Alors, il faut que d'activités aussi intensives. Enfin, justement, je pense qu'il doit y avoir des modulations entre une activité intensive 2 fois par semaine et peut-être des activités qui peuvent être juste de la marche ou des choses moins. Tu l'as dit, en la fait, marche, c'est du sport, hein. l'OMS, il considère qu'une activité physique d'endurance modérée, ils utilisent bien le mot endurance, ça voudrait dire que c'est une activité qui fasse monter ton rythme cardiaque. Et si ton rythme cardiaque, il reste en dessous des 130 BPM, tu peux pas considérer que c'est une activité physique modérée. Hmm. Donc il faudrait, et tu peux pas faire de la marche et faire monter ton rythme cardiaque aussi haut. Donc il faudrait que ce soit du vélo de manière assez à intensité modérée, un petit footing. Ça peut être un match de foot avec des amis, ça peut être Après, la marche, une. ça peut faire monter quand même pas mal ton cardio, non? Si, selon où tu l'as fait, peut-être aussi selon. Je pense que c'est là aussi, il faut revenir sur la pratique de chacun, selon d'où tu pars. Je pense que Bien selon sûr. ton point de départ, ça peut être hyper bien et te faire monter le cardio comme il faut. Puis après, tu peux évoluer sur peut-être du vélo Et ou C'est si sûr que l'envie. tout, c'est sûr que tout est bon à prendre. Et effectivement, pour certaines personnes, de la marche rapide plusieurs fois par semaine, c'est un super bon début. Après, forcément, il va falloir de toute façon, avec l'amélioration des performances, on va bien se rendre compte que de la marche Hmm, rapide, c'est plus suffisant au bout de quelques mois. Il faudra passer sur quelque chose d'un tout petit peu plus intensif. Mais l'OMS dit bien entre 150 et 300 minutes d'activité d'endurance modérée par semaine. Et on rajoute hmm, au-dessus de ça ce qu'ils appellent des activités qui sollicitent le système musculaire. Donc, ça serait des activités de résistance typiquement. d'accord. Bon, je pense que tu as pas mal répondu à la question. Je crois qu'il y en avait une troisième. Attends, je vais la retrouver. Euh, Ah, En tout cas, ils ont c'est été la réactifs place sur des le chat, hein. personnes. J'ai vu quand même pas mal de messages, Pardon? j'ai vu quand même pas mal de messages défiler, hein. Ouais, ouais, ça envoie, ça envoie. En fait, ce que j'ai eu un message de la modération qui m'a dit on a beaucoup trop de messages à gérer. Donc on fait ce qu'on peut, mais on va t'envoyer 3 questions, tu te démerdes. Donc après, si tu veux prendre une question au pif et répondre, n'hésite pas, hein. Il y a quelqu'un, il y a des gens qui écrivent tout et n'importe quoi. Après, c'est franchement, merci le chat d'être là. Voilà, vous animez. Je vois que vous êtes très très engagés. Je vois qu'il y a des débats dans les débats. C'est assez incroyable. Donc voilà, merci beaucoup Heu, d'être là, merci d'être autant à nous suivre, hein. Plus de 700 personnes, c'est génial, hein. c'est à ça que le chat, sert. Et puis, tu vu, je pense que c'était quand même assez cordial dans le chat, donc au final, mission accomplie, hein. Ouais, je suis assez content. Moi, j'avais un sujet qui m'intéressait et sur lequel je voulais bien ton avis. Et pour le coup, ça, je pense que toi, justement, vu que tu es quand même certifié dans ta pratique et tout, tu auras, je pense, un regard assez clair sur la question. Bon, dans les messages que j'ai reçus, il y avait certains coachs qui ont été particulièrement virulents et des gens qui ont une activité professionnelle et qui en vivent. Et bon, je suis allé checker les pages. Et là, je suis tombé sur des trucs, je m'y attendais vraiment pas. Mais par exemple, un coach, je citerai pas le nom de la personne parce que j'ai pas envie de me prendre un procès, j'ai déjà des néo-nazis qui me font des procès, ça suffit. Mais un coach, 48 000 abonnés, et qui fait 3 vidéos. Et dans ces vidéos, il dit qu'aller chez lui, c'est mieux qu'aller chez un médecin, un ostéo, un kiné ou un chirurgien orthopédiste. Il dit qu'il peut guérir les troubles du comportement alimentaire mieux que les psychologues et qu'il a une méthode pour ça. En mode moi ma méthode elle est prouvée, elle a des vrais résultats, ça soigne vraiment les gens, alors que les kinés, qu'est-ce qu'ils peuvent m'opposer, etc. et tout. Et moi vraiment c'est des propos qui m'ont fait froid dans le dos parce qu'ils m'ont rappelé en fait une dérive qu'on avait connue sur YouTube à une époque avec Thierry Casanova, je sais pas si tu te rappelles, et les crudivores, qui était un Non. mouvement un peu complotiste et qui a complètement dégénéré et qui aujourd'hui en procès, hein. C'est des gens qui tenaient aussi des propos un peu du même genre, avec ma méthode, je vais vous guérir, plus besoin d'aller chez le médecin, plus besoin d'aller voir les chirurgiens, etc., qui a fini par pousser des gens à arrêter leurs suivis médicaux, à arrêter des traitements, et qui aujourd'hui est accusé non seulement de dérive sectaire par la Mivilude et d'exercice illégal de la médecine. Et du coup, je me demandais, tu vois, quelle limite on met justement à ce rapport sport-santé, quelle limite on met pour dire, voilà, à un moment, le sport, c'est bon pour la santé, à un moment, nous, on peut vous accompagner, mais il y a un moment où c'est plus notre métier, quoi, tu vois. Bah, c'est sûr qu'il y a des formulations de phrases, que personnellement j'utiliserais pas. Alors, je j'ai pas vu le profil de cette personne. Je sais pas exactement ce qu'il a écrit sur sa page Instagram ou quoi que ce Hmm. soit. Donc,
commenterai pas sur cette personne parce que d'ailleurs, je sais même pas qui Non, tu c'est. sais pas qui c'est. Mais Hein. Je précise que tu sais pas de qui on parle, etc. Mais effectivement, il y a des formulations de phrases qui sont à éviter. On n'est pas des vendeurs de rêves. On vend pas de l'huile de serpent qui est censée résoudre tous les maux sur Terre. Mais là, oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a des formulations qui ne sont pas à utiliser et qu'il y a des choses qui sont très très sérieuses, genre les TCA, et tout le monde n'est pas habilité à s'en occuper, quoi. Et sur les TCA d'ailleurs, comment toi tu le gères? Parce que bon, on peut pas faire comme si dans la mise en scène de corps musclés, qui sont maigres, etc., il n'y a pas un peu une injonction à la maigreur qui se met en place. Je parlais tout à l'heure des fameux summer body, les taille fin workout, les routines ventre plat, tout ça, qui est souvent mis en avant sur les pages muscu, ou les fameuses vidéos avant-après, où on dit ah voilà j'ai cette personne et tout, et on montre des gens, plein de gens avant-après. Et en fait le seul truc qui a changé, c'est pas qu'ils sont en meilleure santé, c'est qu'ils sont plus maigres. Donc du coup, comment est-ce que toi tu l'abordes dans ta vision du sport? Tu utilises un terme qui me dérange un peu, le fait de dire un peu plus maigre. Parce qu'un peu plus maigre, ça veut dire quoi? Ouais, on pourrait parler de masse grasse peut-être, je sais pas ce qu'il faut. Ouais, parce que c'est différent, hein. Perdre du gras et la maigreur, c'est deux choses qui sont différentes. Et il est statistiquement, c'est sûr et certain, une personne qui va perdre du gras, ses marqueurs de santé, ils vont quand même s'améliorer, hein. Tu vas lui faire une prise de sang, son cholestérol, sa glycémie à jeun, tout va s'améliorer. Donc, est-ce que c'est un problème d'encourager des personnes à perdre du gras? Théoriquement, non. Ça peut le devenir parce que les TCA arrivaient à un certain moment. Là, c'est l'inverse, hein. Ça va créer des problèmes. Je pense par exemple Mary Kane, ancienne championne du monde du 3000, qui avait subi énormément de pression de la part de son équipe chez Nike à perdre du poids, et qui avait raconté qu'elle avait développé de l'ostéoporose, qu'elle avait plus ses règles, et qu'elle était, enfin voilà, elle était dans la contre-performance, dans la souffrance physique et tout, liée à des régimes alimentaires problématiques. C'est une vraie question. Il y a Yania Gambret, qui est la championne du monde d'escalade, qui est un petit peu la plus grande grimpeuse actuelle au monde, qui a vraiment pris la parole là, il y a 2 semaines de ça sur la question de la nutrition, en parlant des troubles alimentaires dans le sport de haut niveau, et qui demandait un dépistage systématique parce qu'elle disait mais c'est une catastrophe, on voit des jeunes sportives et des jeunes sportifs se détruire le corps sur des idées stéréotypées de coachs qui disent il faut être le plus maigre possible, vous serez le moins lourd sur les prises, etc., etc. Et donc, il y a même un protocole qui est en place dans les sports de haut niveau, qui a été mis en place aux États-Unis, qui s'appelle le RED-S, et qui est un protocole de dépistage des athlètes sous-alimentés, et qui est en train d'être mis en place de plus en plus dans les milieux compétitifs pour pouvoir éviter les problèmes de santé qui vont avec. Parce que quand même, enfin voilà, je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un plateau où la perte de poids peut apporter des améliorations en termes de santé. Je pense qu'arriver à l'inverse, donc du trouble du comportement alimentaire, hein, c'est ça les TCA. On pense à l'anorexie, hein, pour le cas le plus visuel et le plus frappant. Là, il n'y a plus de bienfaits, quoi. Là, il y a de la souffrance, il y a des méfaits. Ah oui, c'est pas qu'il y a plus de bienfaits, il y a carrément des méfaits. Et c'est clair que descendre trop bas en taux de masse grasse, il y a des méfaits clairs et nets. Et ça peut conduire à des TCA. Pour descendre trop bas en taux de masse grasse, après, il faut y aller sérieusement. Je dis pas que ça n'existe pas, ça existe clairement. Après, ça reste quand même très très difficile. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que ça existe dans certains milieux très particuliers comme le sport de haut niveau, même si c'est pas du tout systématique, hein. Il y a certains sportifs de haut niveau qui ont un taux de masse grasse parfaitement adapté au bon fonctionnement hormonal, etc. Mais oui, malheureusement, ça peut exister. Ouais. Mais par contre, sur la proportion de sportifs, à nouveau, c'est pas si spécifique. Donc, je suis allé chercher, pareil, si c'était plus spécifique au sport professionnel. Pour le coup, j'étais à peu près convaincu que ce serait spécifique au sport professionnel aussi. Et finalement, j'ai trouvé donc une étude de l'université de Denton qui dit que 25,5% des sportifs, donc 15% de la population générale, et ils prennent les sportifs donc amateurs et pros, présenteraient des troubles alimentaires. Donc, c'est quand même des taux assez importants. Et je pense que à mon avis, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur la question des blessures. Il faut imaginer que c'est pas parce qu'on est dans une pratique non compétitive qu'on n'a pas envie de s'améliorer, qu'on n'a pas envie de ressembler à un idole ou quelque chose comme ça, ou comme pour le dopage, et que du coup on pourrait avoir tendance à développer un trouble qui est juste de se dire ouais, mon corps, on se compare quoi, tout simplement aux autres et tout, il est pas si bien, nanana, et puis ça peut commencer peut-être à développer des troubles du comportement. Et ouais, bien sûr, mais après, faut aussi prendre ses précautions avec les études qui sont environnementales, c'est-à-dire tu vas partager un questionnaire à des personnes et leur dire ok, tu manges quoi, est-ce que tu considères que tu as des TCA?
tu vois, c'est un peu compliqué à estimer réellement quelle est la proportion. Donc, je veux bien aller dans ton sens, hein, pour dire que Hmm. peut-être qu'il y a une proportion plus importante chez les pratiquants de sport, mais en fait, on le sait pas réellement. Et encore une fois, statistiquement, il y a beaucoup, beaucoup plus de bienfaits à faire du sport et à prendre soin de son alimentation que de méfaits. Ceci dit, sur le long terme, c'est clair que le travail d'éducation, il est encore costaud à faire. Mais est-ce qu'on peut pas, tu vois, genre limiter par exemple, tu vois, par exemple, l'idée du ventre plat, est-ce qu'au fond, enfin, tu vois, par exemple, j'ai des femmes qui m'ont écrit, plusieurs femmes qui ont de l'endométriose et qui m'ont dit avoir développé notamment des troubles du comportement alimentaire parce que, en fait, elles faisaient du sport mais elles n'arrivaient jamais au ventre plat parce qu'avec l'endométriose, elles ont toujours le ventre qui gonfle, qui est gonflé, et du coup, en fait, elles étaient en train de courir après quelque chose, où elles étaient, surtout que l'endométriose, pendant des années, a été très mal dépistée, et elles étaient persuadées qu'elles devaient atteindre un objectif qui, en fait, était un objectif qui, dans leurs conditions de santé, n'était pas réalisable. Et je me dis, est-ce qu'il y a pas des, tu vois, des termes à bannir, tu vois, je pense le terme ventre plat, par exemple, quand on sait que, bon, est-ce que vraiment on veut enjoindre aux gens de dire, voilà, est-ce que la routine ventre plat, c'est vraiment un objectif intéressant en termes sportifs, intéressant en termes santé? Moi, j'ai l'impression que pas tant que ça. Et est-ce que ça crée pas finalement une légitimation un peu, tu vois, d'un corps stéréotypé qui peut faire culpabiliser les gens? Ouais, il y a sûrement des termes qu'on ne devrait pas utiliser. Il y a des termes que j'utilise pas, genre galber, raffermir, tonifier, des trucs comme ça qui sont très marketing. Ceci dit, est-ce que c'est réellement la faute du sport? Est-ce que c'est pas. Enfin, Ah en là, fait, ouais, non, c'est non, non. compliqué à éviter, en fait, ce genre de choses. Parce que le sport, comme entité générale, n'est pas responsable des personnes qui utilisent un langage qui ne serait pas adapté, tu vois. Donc, Hmm. c'est hyper compliqué à prévenir. Oui, puis c'est pas la faute que du sport aussi, au sens où l'injonction à la maigreur, c'est aussi l'injonction des publicités, c'est aussi l'injonction du marketing, c'est aussi l'injonction de la mode, c'est une injonction qui est partout. Voilà, mais après, est-ce que. Voilà, je me dis, enfin, on peut faire des prises de parole chacun dans ces espaces, dans l'espace qu'on contrôle. Et je me dis, voilà, peut-être faire entendre, tu vois, petit à petit, que bon, les gars, voilà, comme tu le dis, toi, tu vois, arrêter de dire galbé, arrêter de dire ventre plat, arrêter de dire ces choses-là, et on peut parler du sport différemment. Et je le redis, l'importance aussi de montrer le corps du sportif dans son vrai parcours, et pas que dans la jolie mise en scène d'Instagram. Je pense que c'est tellement important pour les gens de voir qu'il y a des phases où t'es pas en sèche, il y a des phases où le corps est plus gras, des choses comme ça. Je pense que ça aide les gens à s'accepter beaucoup plus que tous les gentils discours qu'on peut faire et on sort les violons et patati patata, puis après on dit aux gens vas-y fais mon summer body ventre plat patati tu vois, parce qu'on est à 3 mois de l'été, quoi. Ouais, totalement. Ce que je recommande, en fait, la plupart du temps avec mon contenu, c'est essayer de se renseigner de façon à ne plus être esclave de son propre corps, en fait. Il faut pas subir sa propre condition physique. Après que tu décides d'être à 20 ou à 10% de masse grasse, tu fais ce que tu veux. T'es un adulte, tu prends tes propres décisions. Le problème, ce serait de le subir. Et effectivement, c'est carrément le travail des éducateurs sportifs de pouvoir proposer du contenu assez intelligible et qu'on puisse appliquer pour justement ne pas souffrir, ne pas se retrouver esclave de son propre corps. Mhm. Ouais, non, mais ça, moi je suis relativement d'accord aussi sur le fait que les objets. Enfin, moi, ce que je voudrais quand même préciser aux gens, mais moi, le sport, j'aime beaucoup ça, j'adore ça, j'en fais depuis très longtemps. Et je pense que les objectifs que chacun se fixe et tout, ça, c'est pas un souci, hein. Je pense que c'est plutôt le message à faire tourner autour, le fait d'être. Moi, si je voudrais faire passer un message, ce serait le fait d'être plus honnête, tu vois, sur le fait que dans le sport, il y a des pratiques qui peuvent conduire à des blessures, il y a des pratiques qui peuvent conduire à des dérives. Tu vois, ce chiffre du dopage, franchement, je m'y attendais pas. 1 million d'amateurs qui se dopent. Et j'y ai repensé, je pensais à quand je faisais de l'athlé quand j'étais jeune, et il y avait beaucoup d'amateurs qui se dopaient, tu vois, et c'est vrai, en fait. C'était un truc que j'avais vu, mais mis de côté, parce que ça faisait partie du monde du sport, et qui étaient des gens qui faisaient rien, hein. Qui faisaient pas certains faisaient pas de compète, ceux qui faisaient de la compète, mais ils gagnaient même pas un championnat régional ou départemental. C'était des 200, 300e sur des courses longues. Et parce qu'ils y trouvaient un épanouissement, tout ça. Et je me dis, voilà, comment on peut s'adresser à tous ces gens et leur dire, écoute, qu'est-ce que tu peux faire de ta pratique du sport pour que peut-être te mettre moins en danger, parce que le dopage c'est dangereux, tu vois, sans les insulter, sans les culpabiliser à outrance non plus. Je pense qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un vrai dialogue à ouvrir au-delà le sport c'est génial, et dire ouais, le sport c'est génial et on va faire en sorte que ça le reste, tu vois, tout le long de votre carrière sportive, pour qu'elle soit longue et que vous fassiez du bien pendant des années, quoi. C'est vrai que le chiffre du dopage, il est chaud, mais en tout cas, je suis content de t'entendre dire que le sport, c'est génial. Ouais, mais moi j'aime ça.
Moi, j'en ferais pas 4 fois par semaine et parfois plus si j'adorais pas ça. Mais voilà, je vois aussi des dérives, mais aussi parce que j'en fais depuis tellement longtemps que tu vois, j'ai un peu tout vu, quoi. Et je me dis, bon, après 27 ans de pratique, au bout d'un moment, ouais, j'ai un avis sur la question. Après avoir accompagné des sportifs professionnels, avoir entraîné des gens, avoir été dans des équipes et tout, tu vois, bah, tu te dis, ouais, on est pas mal, mais on peut faire mieux. Il y a toujours eu des grandes évolutions comme ça dans le sport, et je pense qu'il y a des évolutions à faire aussi sur justement cette pure question de la pratique, se dire le sport n'existe pas en soi, c'est ce que nous en faisons, et on peut faire quelque chose qui soit encore mieux que ce que c'est aujourd'hui. Ouais, carrément, carrément. Du coup, j'ai peut-être une dernière question avant de clôturer ce Vas-y. live. Ça fait un petit moment qu'on discute, hein. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à la vidéo que tu as postée la semaine dernière? Est-ce que c'est quelque chose que tu laisses sur ton profil? Est-ce que tu vas publier un épisode 2? Est-ce que tu penses que tu dois apporter des précisions? Est-ce que tu vas laisser couler ça? C'est quoi la suite? Alors moi déjà, il y a déjà ce débat que je pense mettre sur ma chaîne YouTube pour que les gens ils aient déjà mon opinion globale et qu'ils voient un peu où je me situe, au-delà du côté un peu caricatural qu'il y a pu avoir. Après, moi je pense que je vais faire plusieurs petites vidéos qui traiteront de points que j'ai pu traiter là, qui étaient un petit peu dit très rapidement et de manière peut-être trop caricaturale justement dans la vidéo originale. Par exemple sur la question de la blessure, moi j'ai vraiment très envie de faire une vidéo qui parle du fait que dans une pratique loisir, on peut se blesser et que ça veut pas dire que le sport c'est mal et ça veut pas dire qu'il faut pas faire de sport du tout, c'est pas du tout ça le message, mais par contre que comment est-ce qu'on peut en discuter, quoi. Il faut pas que ce soit un tabou, la blessure du sportif ordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévenir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour en parler? Ça, je vois, c'est une vidéo que j'aimerais faire parce que c'est des choses que j'ai beaucoup vues dans le milieu du sport, parce que moi-même je me suis blessé, parce que des gens de mon entourage, de tous les gens que je connais qui font du sport, j'ai toujours vu les gens se faire des blessures, que ce soit parce qu'au début ils ont de la méconnaissance, que ce soit parce qu'à un moment donné ils courent peut-être parfois trop et pas forcément en se faisant accompagner par les bonnes personnes derrière la performance, etc., etc. Donc il y aurait tout un débat à avoir sur ça j'adorerais. Et sur la question peut-être de la discrimination, inclusivité ou la question de l'obésité, tu vois, il y avait plein de petites choses qu'on a traitées que j'aimerais bien développer dans d'autres vidéos. Donc mon idée, c'est pas du tout de mettre la tête dans le sable et de faire comme si c'était pas arrivé. Moi, je me dis, bon, il y a une intention du monde du sport. Essayons d'en faire un dialogue. Par contre, dans la forme de la vidéo, je crois que je vais éviter les punchlines et l'humour. Je vais essayer d'être voilà, carré, sortir les sources, les mettre bien partout, que les gens, voilà, ils aient de quoi s'accrocher et que je sais pas si ça intéressera quelqu'un. Si tu veux, je t'enverrai la première vidéo quand je l'aurai fait. Et je leur demande pas d'être d'accord avec moi sur tout. J'ai vraiment pas envie que voilà que ce soit. Enfin, quand je parle de débat, c'est vraiment mais un débat sain, quoi, un truc où on se dirait voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour rendre le sport plus inclusif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la pratique sportive peut-être moins pathogène dans les limites de ce qu'elle est aujourd'hui, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est délétère, ça veut juste dire qu'elle crée de la blessure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper ça, etc. Sans que ça veut dire le sport c'est mal. Et je pense que ça, je le dirai dans chaque vidéo. Ça veut pas dire que j'aime pas le sport, et ça veut pas dire que le sport c'est mal. C'est dur de faire passer le message des fois sur les réseaux sociaux, mais bon, ça fait aussi un peu partie du jeu et de toute façon... on peut pas te plaindre pour avoir reçu tous ces commentaires sur Instagram. Ça fait aussi partie du jeu et les autres vidéos seront mieux comprises ou pas. peut-être que les gens seront moins agressifs sur les prochains réels. C'est un gros boulot de toute façon. Et je pense que c'est le jeu de la minute 30. Tu sais, t'as 1 minute 30 pour passer un message. Tu peux faire au mieux, mais des fois, enfin voilà, ça fait longtemps que je fais des vidéos, j'ai rarement pris une sauce comme ça. Parce que c'est logique que bon, sur un temps aussi court, tu puisses pas toujours être d'une grande précision ou tu te rends pas compte que tu as mal formulé quelque chose. Donc voilà, il faut accepter que ça fait partie de la situation. C'est très désagréable quand ça arrive. C'était vraiment fatigant et assez impressionnant. Moi, j'étais surtout embêté par rapport à Camille, parce que c'est moi qui l'avais invité à faire la vidéo en collaboration. Et elle a reçu des messages, le message insultant, là, le type de message insultant que je vous ai lu. Là, bon, ça, voilà, je suis complètement contre. C'était très violent, humiliant. Ça, voilà, moi, ça m'embêtait surtout pour ça. Après, derrière, bon, voilà, je vais essayer. Moi, j'ai envie d'essayer. On verra dans les semaines qui viennent si j'y arrive. D'essayer d'en faire un dialogue sur la question du sport, sur ces petits points qu'on a abordés aujourd'hui. Et voilà, espérons que ce soit entendu. Eh ben, on va regarder ça alors. Hein. Avec plaisir. Écoute, Nassim, un énorme merci d'avoir accepté ce débat. Où je trouve qu'on a su rester très... Enfin, ça va, quoi. On a été d'accord sur beaucoup de choses quand même à la fin, hein. Plus que ce à quoi les gens devaient s'attendre.
Non, Et, je pense pas que les gens s'attendaient à une bagarre violente et des insultes qui fusent. Hein. ah, De j'ai toute eu façon, des les gens messages, qui... je te jure. Ah, c'est Ah non, incroyable. mais les gens qui me les gens qui me suivent me connaissent aussi et savent que je suis quand même quelqu'un de plutôt mesuré et que Mm. je vais sûrement pas aller sur le live sur la chaîne Twitch de quelqu'un pour aller l'insulter, jamais de la vie. Hein. Ah non, alors déjà, la plupart des gens m'ont dit, et des gens de ma propre communauté, Nassim, il va arriver, il aura des sources, il saura de quoi il parle et ce sera précis. Et je trouve que ça a été le cas. Donc ça, c'est top parce que je trouve que l'échange, là, il est quand même. Voilà, il y a quand même. Les gens peuvent aller vérifier les infos, on n'a pas balancé des trucs à la volée. Et après, non, il y avait, je pense, des gens un petit peu trop enthousiastes qui étaient en mode ouais, ça va être la bagarre, machin, tu vas voir, ça va être l'humiliation en place publique et tout. Je dis, ah oui, non, mais non, vous allez voir, ça va bien se passer. Et je trouve que voilà, ça c'est quand même. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, quoi. Ah oui, on se déteste pas. Hein, donc Non. quand on discute un petit peu, on voit bien qu'on peut le faire de manière très calme et posée. Bon, les gens ont l'air assez contents, donc tant mieux. Bah Eh ben écoutez, génial. on va peut-être s'arrêter sur ça. Nassim, tu as peut-être quelque chose à rajouter, je sais pas. Rien à ajouter. Merci à tous d'avoir assisté à tout ça. Bon, on va juste arrêter le live ici. Donc, écoutez, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à vous d'avoir participé avec quand même plutôt, je trouve, du respect dans le chat, même si j'ai vu que ça a été parfois houleux. J'ai l'impression que ça, voilà, vous avez quand même réussi à échanger. Il y a quand même eu des choses où ça s'est bien passé. Bravo à la modération, vous avez incroyablement bien géré. Merci d'avoir été disponible pour votre dimanche soir à la dernière minute. C'est super de votre part. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis merci Nassim d'avoir accepté cet échange que je trouve très riche et super intéressant. Bah ouais, bonne soirée à tous et à plus Mathieu. Hein. Ciao, merci. Bye.